Moi, à 17 ans, j'ai été mariée de force. Puis ils ont eu une deuxième tentative quand j'avais 19 ans, quand j'ai fait mon coming out. Ils ont voulu me remarier de force. Mais comme je n'étais pas encore divorcée, ils ne pouvaient pas le faire. En fait, les assaillants sont sortis avec une mitraillette, ils ont tiré. Donc moi, je me retrouvais à 2 mètres, ils ont tiré, je me suis pris une balle dans le bras. Donc j'ai été blessée à ce moment-là. Et d'ailleurs, j'ai pas vraiment suivi l'école après ça parce que j'étais quand même encore. T'as eu des chocs. J'ai eu des chocs, etc. Bien, on dit il y a les féministes islamiques. En réalité, ce ne sont pas des féministes. Ce sont des femmes qui veulent juste imposer les normes islamiques, le port du voile, la manière de s'habiller, la manière de parler, la manière de se comporter en tant que musulmane. Tout doit être conforme à l'islam. Féministes, dire c'est la liberté, si elles veulent porter leur voile, qu'elles puissent porter leur voile. Est-ce que c'est vraiment une liberté, tu sais? Est-ce qu'on devrait... En fait, la seule liberté qu'elles ont, c'est celle de se soumettre. Mes fesses travaillent. Le EM Scout, je vous le dis, c'est comme un workout. Moi, j'ai de la difficulté à faire mes squats au complet parce que j'ai un problème de hanche. J'ai de l'arthrose sévère dans ma hanche. Fait qu'en venant ici, puis en faisant ce traitement-là, ça fait en sorte que mon entraînement est complet. Ça travaille, ça fonctionne. Fait que je vous conseille fortement le EM Scout. Je te dis, ça travaille tes muscles, pas rien que de près. Salut tout le monde, ici Tangerine, bienvenue dans mon monde et on parle aujourd'hui de laïcité et rien de mieux qu'une femme incroyable, une Belge qui s'est mérité le prix international de la laïcité. Je parle bien de Fadila Maroufi, qui est ici à Montréal. Et j'ai été dans une conférence de Mandana Javan et elle participait et j'ai eu un coup de cœur sur son histoire. Je vous la présente maintenant. Bonjour Fadila, bienvenue en mon studio. Bonjour Tangine, merci en tout cas de l'accueil. Ça me fait plaisir. Mon Dieu, je suis plus qu'honorée. Tu es une femme incroyable. J'arrête pas de voir. J'ai regardé plusieurs entrevues que tu as passées. Et tu es une militante pour la laïcité. Je me demande, ça part de où, ce besoin de changer les idéologies, de changer la loi, d'aider les citoyens à avoir un pays plus laïque? Je pense que ça vient surtout de mon histoire, tout d'abord, parce que, étant d'origine maghrébine, marocaine, issue d'une famille de la 3e génération qui est née en Belgique, j'ai vu ma vie aussi, comment elle était dans une famille musulmane en tant que femme, où nos libertés sont restreintes. Et donc, en grandissant, mon rêve, c'était d'être libre, vraiment. Il y a certains qui rêvent d'aller sur la Lune, etc. Moi, vraiment, c'était la liberté. Je voulais un jour être libre et je rêvais d'avoir 40 ans, je ne sais pas pourquoi. Mais dans ma tête, à 40 ans, je serais libre, je pourrais assumer, etc. Et à chaque fois que je faisais un vœu, mon vœu, c'était vraiment d'être libre. Mais on pourrait croire qu'en étant en Belgique, même musulmane en Belgique, je croyais que tu es quand même libre. C'est ce que je croyais aussi. En fait, c'est ce qu'on s'imagine quand on est enfant, mais quand on vit des choses à l'intérieur et tout ce qu'on entend, puisque moi je suis issue d'une famille musulmane, et que dans le quartier dans lequel je vivais à Bruxelles, on était majoritairement... au début, on était un peu mélangés, mais petit à petit, en fait, les Belgo-Belges ont commencé à fuir le quartier. Parce qu'au sein de la communauté musulmane d'origine marocaine, c'est que les Belgo-Belges étaient très souvent agressés, méprisés, puisqu'on nous apprenait en fait que nous étions des musulmans et que nous étions purs et que finalement les mécréants, ceux qui n'étaient pas musulmans, étaient impurs, étaient sales. Et donc j'ai grandi avec cette idée-là. Et donc, ce qui fait que beaucoup de jeunes, en grandissant, puisque on ne pouvait pas agresser, on ne pouvait pas insulter un musulman, mais par contre, c'était pas interdit d'agresser ou d'insulter un non-musulman. Donc, beaucoup de Belges se faisaient voler, se faisaient insulter. Et donc, ils ont commencé à quitter le quartier. Et donc, moi, j'ai grandi dans cette atmosphère-là et dans un quartier aussi où, dans des familles où la femme n'a pas vraiment de place, ou en tout cas, elle a une place qui est plutôt inférieure à celui de l'homme. Et donc, après moi, j'avais 3 frères qui sont nés. Et donc, j'ai dû apprendre ma place, à me battre.
Donc je savais me battre quand j'étais petite, j'étais un peu garçon manqué. Donc je me défendais beaucoup contre les garçons, etc. Donc ça m'a forgé aussi un caractère. Et puis j'ai compris en fait que dans la culture musulmane, dans une famille musulmane, on ne pouvait pas en tant que femme grandir librement. Parce que nous, ce qu'on nous disait, notre projet, c'était que les filles, elles doivent garder leur virginité. Donc une fois qu'elles sont grandes, une fois qu'elles sont adultes, entre guillemets, une fois qu'elle a l'âge de pouvoir avoir des enfants ou de se marier, mais à ce moment-là, il fallait qu'elle fonde un foyer, il fallait qu'elle ait des enfants. C'était ça le projet. Et moi, ce projet-là, j'en voulais pas pour plusieurs raisons. D'abord parce que quand j'étais petite, je sentais bien que j'étais différente aussi, puisque j'avais une attirance pour les femmes. Et à cette époque-là, on ne parlait pas de ça. Même dans la société belge, on ne parlait pas d'homosexualité. Et donc, je vais rester vraiment très refermée là-dessus parce que la peur, c'est qu'on découvre mon secret, ce secret-là en tout cas, parce que j'en avais plusieurs, hein, et que du coup, on risquait de me ramener au pays et de me marier de force. Parce que j'avais des camarades, des filles, des amies dans le quartier qui, elles, à partir de 14 ans, 15 ans, 16 ans, elles étaient emmenées au Maroc et mariées au Maroc. Puis elles avaient très jeunes leur premier enfant. Ça existe encore, ça, le mariage obligatoire? Alors oui, ça existait à l'époque quand j'étais plus jeune, mais ça existe encore. Il y a des mois, à 17 ans, j'ai été mariée de force. Puis ils ont eu une deuxième tentative quand j'avais 19 ans, quand j'ai fait mon coming out. Ils ont voulu me remarier de force. Mais comme je n'étais pas encore divorcée, ils ne pouvaient pas le faire. OK, fait que tu as été mariée de force? Oui. Mais comment ils font ça? Excuse-moi, on s'éloigne un peu, mais en fait, je suis sur le choc. Dans une famille musulmane, on sait que, en fait, on n'a pas grand-chose à dire. On est soumis à la tutelle du père, à la tutelle de la famille, du frère. Et donc, on n'a pas grand-chose à dire parce qu'il y a beaucoup de violence aussi. Donc, si vous refusez, vous vous faites frapper, on subit des violences. C'est vraiment... c'est extrêmement violent. Et moi, dans cette communauté, en fait, c'est que même mes amis étaient frappés, battus. Donc, on grandit dans cette violence-là, dans cette atmosphère où les enfants sont à disposition des parents. Et donc, finalement, comme on n'a pas grand-chose à dire et comme il y a la peur d'être battu, la peur d'être tué, on obéit. Moi, il s'avère qu'à l'âge de 16 ans, en rentrant de l'école, en fait, il y avait eu un braquage dans une banque et les individus, en fait, les assaillants sont sortis avec une mitraillette, ils ont tiré. Donc moi, je me retrouvais à 2 mètres d'eux, ils ont tiré, je me suis pris une balle dans le bras. Donc j'ai été blessée à ce moment-là. Et j'ai pas vraiment suivi l'école après ça parce que j'étais quand même encore... T'as eu des chocs? J'ai eu des chocs, etc. Bien que même les chocs, ça n'a pas été pris très au sérieux. À cette époque-là, en tout cas, on ne m'a pas trop posé de questions psychologiques, même s'il y avait des chocs. Mais, tu parles à l'école? À l'école. Ou avec tes parents? Que ce soit les parents, que ce soit l'école, que ce soit l'équipe médicale. L'école médicale m'a demandé « Ah, est-ce que vous êtes choqué ?» Moi, j'ai dit « non ». Parce que moi, j'avais 16 ans, je ne savais pas ce que c'était un choc. Donc, moi, je dis, non. Moi, je voyais mon bras, on m'a tiré dessus, etc. Je me suis dit, c'est au bras, ça va, c'est pas trop grave. Mais en fait, il y avait un choc. Mais que j'ai compris après que j'avais eu ce choc-là. Parce qu'après, les bruits... parce que ce qui m'avait le plus choqué, c'était le son, c'était les bruits. Ils ont tiré avec une arme mitraillette, 24 balles. Okay. Et donc, pour moi, c'était ça qui a été le choc, c'était les bruits. Et c'est après que je vais comprendre que ça, pour moi, c'était un choc post-traumatique. Et donc, je vais être très fatiguée, très épuisée après cet événement-là. Et puis, quelques mois plus tard, ma mère va me dire, on va aller au Maroc, comme ça va permettre de te détendre, de profiter du soleil, etc. Et puis là-bas, en fait, pendant 1 mois, j'ai eu des pressions sans arrêt, pratiquement tous les jours. On me disait, tu devrais l'épouser, il aimerait t'épouser. Donc, ils insistaient. J'avais beau dire non, ça ne marchait pas. Et en fait, c'était comme du harcèlement. Et comme je n'étais pas très bien encore, je n'étais pas remise de tout ça. Ouais. Donc, ça a été très difficile. Et à un moment, sans même penser, c'est que j'étais tellement fatiguée que j'ai dit, OK, oui. Mais en me disant, moi, je vais retourner en Belgique. Et puis voilà. Mais ils m'ont fait signer des papiers en arabe et je ne comprends pas l'arabe, je ne lis pas l'arabe, donc, parce que je viens d'une famille berbère aussi. Okay. Donc j'ai signé, on m'a dit, signe ces papiers, c'est parce qu'on est ici, etc. Mais moi, inventé une histoire, donc j'ai signé. Mais en fait, en réalité, j'ai signé l'acte de mariage. Okay. Et donc voilà, et puis je suis revenue en Belgique, et puis après, je me suis débarrassée du mari après ça.
Et Mais ça a été facile de te débarrasser du mari? non, c'était pas aussi facile. Il y a eu quand même déjà là, il a fallu quand même essuyer pas mal de... Parce qu'à partir du moment où j'ai dit que je voulais plus l'épouser et que je voulais m'en débarrasser, puisque c'était un mariage aussi en plus familial, vous voyez, il y a eu des arrangements entre familles, le fait de dire non, après, ça devenait une responsabilité comme si la parole n'était pas tenue. Et or, chez nous, la parole est absolument importante. Et donc, il y a eu un conflit intrafamilial immense. Et donc, tout se retournait contre moi, en fait, en disant, bah, voilà, tu crées la discorde au sein de la famille, tu as créé une dispute, etc. Tout ça, c'est de ta faute. Et puis, bon, finalement, ça s'est fait. J'ai quand même pu m'en débarrasser. Mais c'était très difficile, avec pas mal quand même de réprimandes et pas mal d'écrasements. Et puis, bon, après, les pressions ont continué en disant, il faut que tu te maries, on va te trouver un mari, etc. Alors, au début, je leur disais, oui, mais il me faut un intellectuel, il faut quelqu'un qui soit avocat ou médecin, parce que moi, je voulais faire de la chirurgie, enfin, je voulais être médecin et faire chirurgienne. Et pour moi, les études ont toujours été importants parce que j'estimais que c'était ça qui allait être ma porte de sortie, qui allait pouvoir me sauver. Ouais. Et puis, j'écoutais beaucoup les discussions politiques en France, parce qu'en Belgique, on écoute beaucoup les chaînes françaises. Donc, j'écoutais beaucoup des chaînes où, justement, il y avait des débats, où je voyais des femmes comme Elisabeth Badinter, Simone Veil, etc. Et donc, c'était toutes des femmes qui étaient un modèle vraiment de liberté, d'émancipation pour les femmes, qui parlaient, qui donnaient leur avis, qui étaient brillantes, etc. Et moi, je m'identifiais à ça. Et donc, je me suis dit, tiens, moi, je vais faire mes études parce que c'est ça qui va me sauver. Ouais. Mais ça, je l'ai compris quand j'avais 12 ans, parce que c'était mon premier voyage au Maroc où avec ma mère, on se baladait dans les rues du Maroc. Et là, j'ai vu une jeune fille qui avait plus ou moins le même âge que moi, une douzaine d'années, et qui était toute sale, habillée avec des vêtements déchirés, etc., et bien enceinte. Donc, un enfant qui porte un autre enfant. Et ça m'avait vraiment frappée et choquée. Et j'ai regardé ma mère en disant, mais c'est un enfant, et elle est enceinte, c'est une petite fille, elle est enceinte. Alors, elle me dit, oh mais non, c'est pas grave, t'inquiète pas, c'est parce que c'est une pute. Et moi, dans ma tête, elle pensait que ça allait me déstresser. Et en fait, moi, ça m'a encore plus choquée, parce que je me suis dit, une fille comme ça qui est enceinte, c'est qu'elle a été violée. Pour moi, dans ma tête, c'était très clair déjà. J'étais bien consciente du problème. Mais surtout au Maroc, parce qu'on s'assure que tu ne te fasses pas toucher par des hommes. Oui, normalement, ça c'est ce qu'on dit. Mais dans les faits, c'est pas du tout ça. Dans les faits, il y a beaucoup d'inceste, il y a beaucoup de viols, plus qu'on le pense, mais on n'en parle pas. Ça reste quelque chose d'extrêmement tabou. Moi, j'ai connu ça, mais vraiment, même en Belgique, au sein de la communauté musulmane, il y a beaucoup, beaucoup d'inceste et de viols. J'ai un jour croisé comme ça une amie dans la rue qui pleurait le matin très tôt, alors que j'allais à l'école. Et je lui ai demandé ce qui allait pas. Et elle m'a dit qu'elle a été mise à la porte par sa mère parce que son beau-père l'avait violée. Et que sa mère lui en voulait à elle, en lui disant, tu l'as provoqué. Et donc, ça empêche les gens et les jeunes filles, les jeunes garçons de parler de ça. Donc, on reste avec ces secrets-là, qui sont très lourds, et on prie pour que ça ne se sache pas. Parce qu'on se dit, si on sait qu'on nous a violés, alors on va nous tuer, on va nous mettre dehors, on va nous battre, etc. Donc on a plus peur des conséquences sur nous que les conséquences sur la personne qui viole. Donc les victimes, en fait, finalement, doivent se taire. Mais donc, cette petite fille-là au Maroc, qui était dans la rue, enceinte, elle avait plus accès à sa famille? Qu'est-ce qui se passe avec une fille comme ça? Elle est dans la rue. Elle mendie, elle est dans la rue. Et puis probablement, comme beaucoup, quand vous avez au Maroc un enfant hors mariage, il vous est enlevé et placé dans des institutions. Parce que c'est illégal d'avoir des enfants hors mariage. Donc j'imagine que cette petite fille-là, si elle est restée vivante, c'est ce qui a dû se passer. Et généralement, des enfants comme ça qui sont violés, qui sont enceintes, généralement, elles sont mises à la porte. La dernière fois qu'il y a eu un cas de viol, il y avait eu un viol, je pense que c'était avant 2016, il me semble. Je ne me souviens plus si c'était 14 ou 16. Il y a une jeune fille qui a été violée par un monsieur. Et dans le code de la famille marocaine, ce qu'il y avait, c'est que quand une fille était violée, le violeur, s'il a été pris sur le fait et qu'il passait devant le tribunal, il avait deux possibilités. Soit il allait en prison, soit il devait se marier avec la fille. Et donc, ce qu'il y avait eu, c'est qu'il y a eu un cas similaire de viol.
Et finalement, la famille ont accepté l'accord du mariage. Et la jeune fille a été retrouvée pendue chez elle. Elle s'est suicidée. Et du coup, les femmes sont sorties pour manifester. Et depuis, on ne peut plus. Ça a été supprimé, cette loi-là a été supprimée. Donc, la personne qui viole, elle va devant un tribunal et elle doit rendre des comptes. Mais avant, il y avait cette possibilité du mariage. Et suite à ça, ça a permis de faire évoluer les choses. Mais les familles des filles prenaient souvent le choix du mariage. Oui, parce que c'est honteux pour la communauté. Exactement, tout à fait. Pour éviter la honte sur la famille, il fallait, parce que sinon, ce serait une bouche à nourrir et puis qui reste dans la maison. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire de toi, la honte, etc. Donc, autant qu'il y ait un mariage qui soit arrangé, et ça permet de sauver l'honneur de la famille. Et que d'autant plus que ces familles-là sont généralement pauvres aussi. Donc, on veut éviter le scandale, mais aussi parce qu'il y a la pauvreté. Donc, il faut bien aussi... donc, c'est des doubles peines à chaque fois. Et donc moi, ça m'avait vraiment marqué, cette situation-là. Et donc, quand je suis revenue, je me suis promis, je me suis dit, non, il faut que je réussisse mes études. Je n'ai pas le choix. C'est soit ça, soit la mort. Parce que moi, je ne voulais pas être soumise. Et je me suis dit, si c'est comme ça, moi, je préfère encore mourir plutôt que de vivre enfermée et sans liberté. Et donc, j'ai essayé de faire des études, mais c'était très pénible pour moi, les études, parce que, comme je vous le disais, on vivait dans la violence et que c'était beaucoup de cauchemars. Et que j'avais plus le temps, je pouvais pas vraiment étudier, j'étais presque somnambule. La journée, je dormais, la nuit, j'étais éveillée, les cauchemars me réveillaient, donc c'était très pénible et très compliqué. Et j'ai quand même essayé de tenir jusqu'à ce que je puisse au moins terminer mes études secondaires. Mais bon, après, j'ai fait quand même un coming out, parce qu'après ce mariage-là et l'insistance de mes parents, je leur ai dit à un moment, écoutez, moi, je peux pas, en fait, parce que voilà, je suis homosexuelle, c'est pas possible. J'ai fait une réunion de famille et tout, je pensais que c'était ouvert sur cette question-là. Parce qu'un jour, il y avait une émission à la télé et ma mère, elle avait dit, mais pourquoi est-ce qu'on embête les homosexuels? Et ils font ce qu'ils veulent. Et moi, je me suis dit, waouh, chouette, ma mère est ouverte, nickel. Donc, j'ai fait une réunion de famille comme ça et je leur ai dit, écoutez, voilà, je peux pas me marier parce que je suis homosexuelle, c'est comme ça. Et, au début, mon père, il l'avait accepté. Il se disait, bon, puisqu'elle est comme ça, elle est comme ça, on peut rien faire. Et puis, il y a eu la pression de la communauté qui lui ont dit non, elle peut pas. Et ça, c'est toi qui dois la ramener dans le droit chemin. C'est toi qui dois faire en sorte. Sinon, c'est toi qui vas prendre tous les péchés qui va aller en enfer. Et donc, après, ça a été très difficile, même avec mon père, puisqu'il insistait sur le fait que c'était pas bien, que je pouvais pas. Et puis, je me suis retrouvée avec un couteau sous la gorge. Parce que tant que j'insistais sur cette voie-là, je risquais la mort. Un couteau sous la gorge de ton père? Oui, complètement. Oui, tout à fait. Et c'est mon grand-père. Parce qu'il voulait pas que tu te maries, parce que parce qu'il voulait pas que je sois homosexuelle, parce qu'on lui avait décrit que en tant qu'homosexuelle, j'allais être une droguée. Enfin, on lui a décrit tout le côté négatif parce que j'étais homosexuelle. Alors, je risquais d'être une droguée, une prostituée, que j'allais être vraiment une moins que rien, abandonnée, etc. Et en fait, et donc lui, il me disait non, tu peux pas faire ça parce que ça va être contre toi, ça va pas être bien pour toi, etc. Mais cette journée-là, il s'est passé quoi? Pour qu'il arrive avec un couteau. Parce que en fait, à l'époque, j'avais une petite amie et puis comme je l'ai invitée à la maison, mais pour lui, c'était insupportable. Et donc, à un moment donné, il a dit non, ça peut pas continuer comme ça. Et donc, il m'a mis un couteau dans la gorge, sous la gorge, en me disant ça s'arrête ou je t'égorge. Et il était prêt, il était dans un état de colère. Et c'est mon grand-père, en fait, maternel, qui l'a arrêté. Et donc, alors je ne sais pas s'il aurait été jusqu'au bout, mais en tout cas, il s'avère que je me suis retrouvée avec un couteau sous la gorge et qu'il était à 2 doigts quand même de m'assassiner. Et puis après, ça a été très compliqué pour moi parce que j'ai fui la maison. Et j'ai fugué, j'ai été dans un centre, et dans ce centre, ma foi, on m'a accueilli, mais je n'ai pas eu l'aide que j'aurais aimé souhaiter avoir. Quel genre de centre? Un centre d'hébergement pour jeunes. Okay. Et moi, en fait, j'ai été là comme j'étais quelqu'un plutôt qui était sérieuse, qui faisait pas de bêtises, qui buvait pas, qui voilà. T'avais eux, ils étaient le droit non plus. T'avais la peur. Oui, non, bien sûr, j'avais pas le droit, mais pour eux, ils comprenaient pas pourquoi une fille comme moi se retrouvait dans un centre comme ça, parce que les jeunes qu'ils avaient, c'était des jeunes qui sortaient, qui faisaient la fête, qui étaient déscolarisés, qui voulaient plus aller à l'école, etc., qui fuguaient des situations familiales. C'est plus des délinquants. Oui, voilà. Et ils comprenaient pas trop
pourquoi moi je me retrouvais là. Et donc, après, ils m'ont dit, écoutez, si c'est à cause de votre homosexualité, on va en discuter avec votre famille. Je suis sûre qu'on va trouver un terrain d'entente. Alors moi, je leur ai dit, mais jamais de la vie, vous savez pas ce que c'est. Et en fait, ils n'ont pas voulu comprendre. Et donc, ils ont insisté en disant, non, mais nous, on va essayer de discuter, on va être dans le dialogue, etc. De la naïveté, en fait. À la Belge, cette naïveté qui pense qu'on peut, en discutant, arriver à trouver des accords. Oui, mais c'est parce que notre vision, nous, on n'a aucune idée. Là, moi, j'ai aucune idée de ce que les communautés musulmanes peuvent vivre. Là. Oui, mais c'est beaucoup aucune idée. Parce que ça se tait, parce qu'on ne peut pas en parler. Et donc, comme tout reste tabou et reste fermé, forcément, les autres ne savent pas ce qui se passe à l'intérieur. Et donc, eux, ils s'imaginaient que parler avec les familles, faire des médiations, ça va fonctionner. Moi, j'étais persuadée que ça ne marcherait pas. Et puis, je me suis dit, puisqu'ils insistent, on va tenter. Et puis, finalement, ils ont fait ça. Il y a eu médiation, discussion. Et finalement, mes parents ont dit, ah oui, finalement, OK, on comprend. Et en fait, ils ont joué le jeu pendant quelques mois. Et puis après, ils m'ont dit, on va aller au Maroc et tout. Et puis là-bas, ils m'ont enlevé les papiers. Et ils comptaient me garder là-bas et me remarier là-bas. Ils t'ont enlevé tes papiers belges? Oui, parce que là-bas, une fois que vous êtes dans un pays musulman, vous êtes musulman. Vous n'êtes plus du tout de la nationalité dans laquelle vous avez... À l'époque, moi, je ne le savais pas. Je pensais qu'une fois qu'on était belge, on n'était plus marocain. Sauf qu'en réalité, non. On a la double nationalité, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Et quand on arrive au Maroc, ou même avec mes papiers belges, si je vais dans un autre pays musulman, je suis considérée comme marocaine et pas comme belge. Mon papier belge ne compte plus. C'est la loi du Maroc qui s'applique sur moi. Donc à l'époque où j'étais sous tutelle, parce que une femme est mineure à vie dans les pays musulmans, elle a le même droit que l'enfant, sauf qu'au Maroc, ça a changé depuis 2004 seulement. Donc à partir de 2004, les femmes ont pu être majeures à partir de 18 ans. Avant ça, elles n'étaient jamais majeures. C'était mineur à vie. Donc on passait du tutelle du père au tutelle du mari ou du frère. Mais on pouvait pas voyager, il fallait qu'on voyage avec un tuteur. On ne peut pas voyager seul. C'est comme ça. Donc quand j'ai été en Tunisie la première fois, c'était avant le changement du code de la famille et de ces lois. À la douane, j'ai été arrêtée. On m'a dit, mais il est où ton mari? J'ai dit, j'ai pas de mari. Il est où ton tuteur, ton père, etc. Je dis, je voyage seul. Et en fait, le fait d'avoir voyagé avec une agence de voyage, ça m'a un peu sauvée parce qu'ils voulaient, à l'époque, puisque la Tunisie était considérée comme laïque, ils ne voulaient pas trop de scandales. Mais ils étaient gênés. Donc, je suis restée quand même pendant un quart d'heure devant la douane à devoir justifier pourquoi j'étais là toute seule. Et pour le retour, pareil. Donc, c'était quand même assez compliqué. Donc là, je me suis rendu compte aussi quand même de cette double nationalité et le fait que dans ces pays-là, ça ne compte pas ma nationalité belge, ça ne peut pas me sauver. Donc on m'a ramenée au Maroc et là, j'étais enfermée, je ne pouvais plus avoir de quoi écrire, je ne pouvais plus rentrer en contact avec qui que ce soit à l'extérieur. Et ma famille comptait me remarier. Mais comme le mariage là-bas n'avait pas été prononcé, ils ne pouvaient pas me remarier. Et puis l'autre chose aussi, c'est que ma mère un jour m'a parlé et me disait, mais pourquoi tu es comme ça? Avant, tu obéissais, tu faisais tout ce qu'on te disait, etc. Pourquoi est-ce que tu as changé? Et alors je me suis dit, tiens, comme au Maroc, ils croient au djinn, aux possessions, etc. J'ai dit, je sais pas, je comprends pas moi non plus, etc. Donc j'ai joué le jeu. Je me suis dit, peut-être que ça va me sauver. Et donc elle en a parlé avec mon père et eux, en fait, ils se sont dit, peut-être qu'elle est possédée. Donc il a été voir un imam, qui est aussi un exorciste. Et oh my God! Mais c'est vrai, mais tout le monde y croit. En réalité, les Marocains, ils croient vraiment. Quand vous allez dans des pays musulmans, on y croit de tout ça. Hein. Donc, même, on peut avoir le diplôme, on peut être médecin, tout ce que vous voulez, tout le monde y croit. Et donc, moi, j'ai fait croire ça. Ils ont amené un imam qui m'a fait un exorcisme pendant 3 jours. Et après, j'ai dit, je me sens beaucoup mieux, etc. Mais c'est quoi l'exorcisme? C'est quoi qu'ils font? Alors, ça dépend, il s'est varié. Moi, j'ai eu la chance que cet exorcisme-là était sympa. C'est-à-dire sympa, quand je dis sympa, c'est-à-dire que... Parce que vous pouvez avoir des exorcismes qui se passent très mal. En Belgique, il y a déjà eu un exorcisme, il n'y a pas si longtemps que ça, vers les années 2013, je pense, ou 2010, en 2010 plus ou moins. Il y a eu un exorcisme qui a été pratiqué sur une jeune fille. Ils lui ont fait boire jusqu'à ce qu'elle meure de noyade.
Donc l'imam a fait cet exorcisme-là. Il voulait la nettoyer. Lui, il s'est enfui après au Maroc et finalement la famille a été condamnée, mais lui n'a pas été condamné parce qu'il n'était pas en Belgique. Mais en réalité, c'est parce qu'il avait fui pour se protéger. Donc il y a ce type d'exorcisme-là. Il y a d'autres exorcismes où vous avez la personne frappe la personne qui pense être possédée. Moi, dans mon cas, ce qui était bien, c'est qu'il a juste mis de l'encens et il allait pendant 3 jours, il fallait mettre de l'encens, charbon de bois, brûler avec de l'encens et voilà. Et il a récité le Coran. Puis il a dit pendant 3 jours, vous faites l'encens et puis après c'est fini. Mais ça aurait pu être quelque chose de plutôt négatif, très mal, ou qui ça serait mal passé, ou j'aurais été violentée. Mais ça, heureusement pour moi, c'était pas le cas à ce moment-là. Mais il y a des exorcismes qui se passent très mal. Donc ça dépend un peu des personnes qui pratiquent, la manière dont elles pratiquent l'exorcisme. On a vraiment de tout. Et donc grâce à ça, j'ai pu revenir. Mais et aussi pendant tout le moment où j'étais enfermée, comme je n'avais pas le droit de lire, d'écrire, etc. On m'avait tout supprimé. Un jour, j'étais sortie avec une cousine à ma mère et je suis tombée sur une librairie où il y avait un livre qui s'appelait Le passé simple. Et j'ai regardé la couverture et il parlait de la société marocaine d'une manière, de la violence dans les familles maghrébines, marocaines. Et il décrivait vraiment toute son enfance, c'était son histoire. Cet écrivain a été exilé, il a dû s'exiler parce que il a été interdit au Maroc. Parce que justement, il décrivait et il dénonçait la violence dans les familles. Mais dont la sienne. Tu as pu trouver ce livre-là? Et donc, je l'ai trouvé dans une librairie. Je oui? l'ai pris. Ma cousine m'avait donné de l'argent, donc je l'ai pris, je l'ai acheté et je l'ai caché. Et du coup, je lisais une page par jour. Et je me disais, c'était une manière de résister pour que mon esprit ne sombre pas, pour que je ne puisse pas baisser les bras et pour que je puisse résister, en espérant m'en sortir. Oui, parce que tu avais juste envie de baisser les bras des fois, avec toute cette pression-là. Je ne sais pas si j'avais envie de baisser les bras, mais en tout cas, je me suis dit, si je m'en sors pas, je voudrais plus vivre. Parce que je ne me voyais pas enfermée et perdre cette liberté. Et donc, du coup, je lisais une page par jour jusqu'à ce que j'ai pu revenir. Et vraiment, ce livre m'a vraiment sauvée parce que je voulais garder cet esprit vif, cet esprit critique. Et mais les femmes, c'est ça, les femmes au Maroc, l'après-midi, tu me disais, au téléphone, l'après-midi, les femmes ne peuvent pas sortir? Exactement. Dans cette ville-là, en particulier, les femmes, l'après-midi, c'est plutôt la sieste, mais les femmes ne peuvent pas sortir. On dit que ce sont les femmes de mauvaises mœurs, donc des prostituées qui sortent. Les autres, elles ne peuvent pas sortir. Et quand on sort en famille. On ne sort pas seul en tant que femme. Parce que aussi, c'est un groupe clanique de la ville d'où je viens, de Nador, qui est une ville berbère. Parce que tout le nord de l'Afrique, c'est berbère, c'est pas arabe. C'est-à-dire que l'Afrique du Nord a été envahie par les arabo-musulmans. Et donc, ils ont importé l'islam, qu'ils ont imposé dans ces sociétés-là. Il y a eu pas mal de luttes. Ça a été très... donc, c'est du colonialisme, en fait. On n'a jamais été décolonisé. Et donc, les premiers peuples qui vivaient là, c'était des berbères. Et les berbères se mélangeaient. C'était des gens qui voyageaient, qui commerçaient. Et il y avait des berbères aussi bien chrétiens, juifs que païens. Ils vivaient ensemble. Il n'y avait pas de distinction entre eux. Et quand l'islam a envahi, les Arabes musulmans ont envahi tout le Nord-Afrique, les gens ont pas beaucoup eu de choix. C'est-à-dire qu'ils devaient soit se convertir, soit les gens du livre, donc les chrétiens et les juifs, devaient payer un impôt pour pouvoir pratiquer leur religion et continuer à pratiquer leur religion et avoir la vie, soit ils devaient se convertir, et ceux qui refusaient les deux mourraient. Et ceux qui ne voulaient pas, et ceux qui ne croyaient en rien, et qui ne voulaient pas se convertir, mourraient aussi. On n'a pas le choix, en réalité. En tout cas, le choix est très limité. Et donc, vous avez des gens, ceux qui avaient les moyens, payaient un impôt pour pouvoir continuer à pratiquer leur religion. Je parle des chrétiens et des juifs. Et puis, vous en avez d'autres qui n'avaient pas les moyens, et donc ils se convertissaient. Ils pratiquaient en cachette leur judaïsme, etc. Donc on a eu... si vous voulez, moi, je suis issue de cette communauté-là berbère, qui est normalement la majorité. Après, il y a eu on a arabisé aussi les berbères. Donc, c'était la pratique de la langue qu'il fallait parler, c'était l'arabe. Mais dans certains lieux, dans certaines régions, on parle toujours le berbère. Il y a toujours des berbères qui parlent encore le berbère. Ce qui fait que moi, donc, je viens d'une ville qui s'appelle Nador, qui est
à la frontière de Ceuta, une partie du Maroc qui est espagnole, c'est une enclave espagnole. Et ce qui fait aussi qu'on a une influence au niveau de la langue qui est espagnole. Donc, il y a des mots que je comprends en espagnol parce qu'en fait, les Berbères, de là d'où je viens, ils ont emprunté. Les Berbères empruntent les langues. Il y a, par le commerce, par les échanges, etc., ils empruntent beaucoup aussi des langues, des gens qu'ils ont côtoyés, etc. Donc, c'est vraiment un brassage culturel, on va dire, au niveau de la langue, etc. Et donc, c'est suite à ça, en fait, qu'on voit que dans la culture arabo-musulmane, et notamment dans ces contrées-là, il y a cette tendance à être très conservateur. En tout cas, moi, d'où je viens, c'est très, très conservateur. On est connu au Maroc pour être très conservateur. Alors maintenant, avec évidemment le fait que c'est devenu musulman, c'est tout le nord du Maroc et ce sont des pays musulmans, forcément, on a cette pratique-là, donc de l'islam, un peu partout. Et donc, moi, quand je suis revenue en Belgique, pour moi, je ne voulais plus revenir. Je me suis dit, ce sera la dernière fois, quand j'ai pu fuir à mes 19 ans, quand j'ai pu revenir. Je me suis dit, je ne remettrai plus jamais les pieds au Maroc. Bien, surtout que tu avais des rêves d'être une femme, Oui. éduquée, d'avoir une carrière, de faire une différence en Belgique. Oui, tout à fait. Et j'ai dû gagner ma liberté. Et puis, je l'ai imposée à un moment donné. C'est-à-dire que j'ai commencé à travailler. Et parce que c'était mon seul choix. Je ne pouvais pas faire autrement. Donc, j'ai travaillé. J'ai recommencé des études en travaillant. Et puis, j'ai continué mes études. Et puis, j'ai travaillé en même temps en tant que travailleuse sociale. J'ai voulu aider les populations qui venaient d'ailleurs, des personnes issues de la même communauté, marocaine ou turque, etc. Ouais. Donc, j'ai accompagné beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes filles, beaucoup de garçons aussi qui subissaient aussi des violences. Beaucoup aidé les femmes à trouver des lieux de vie, des appartements. Oui, mais quand tu me parles là, que tu travaillais, puis tu allais à l'école, est-ce que tu avais déjà quitté le foyer familial? Oui, j'avais quitté le foyer familial. J'avais pas le choix, en fait, que de quitter de toute façon le foyer. Mais est-ce qu'on t'a forcé? Parce que là, tu as été enfermé, ils ont essayé de te sauver. Ça n'a pas fonctionné quand tu es revenu. Ça a pris combien de temps avant que tu aies des pressions de la famille pour que tu sois obligé de quitter? En fait, c'est vraiment de mes 19 ans jusqu'à 23 ans. À 23 ans, j'ai quitté la maison. Donc, ça a dû être l'enfer ces années-là. J'ai dit à ma mère, écoute, il faut que vous me donniez l'autorisation parce que de toute façon, je partirai. Et ce qui est étonnant, c'est qu'elle m'a aidé à trouver un appartement. Mais pas trop loin de chez eux quand même, pour avoir un contrôle. Donc j'étais très contrôlée quand même. On venait quand même voir si j'étais chez moi, etc., à 19h, etc. Donc il y avait quand même un contrôle. Mais après ça, j'ai changé de quartier, j'ai été habiter très loin et j'avais plus donné mon adresse. Je voulais vraiment que mon adresse reste privée. Et donc on ne savait pas où j'habitais. Mais ce changement-là, il s'est fait à cause que ta famille avait encore l'emprise sur toi? Oui, parce que l'emprise, elle reste. Même quand on sort de tout ça, quand on sort du religieux, parce que moi, vraiment, j'ai commencé à me poser plein de questions déjà sur la religion et sur la pratique de l'islam. Et j'ai bien vu qu'on n'avait pas beaucoup de droits pour les femmes et que c'était très compliqué. Et donc, je posais des questions à mon professeur de religion islamique. Surtout, notamment, je trouvais qu'il y avait des trucs qui étaient illogiques. On disait que Dieu est miséricorde, que Dieu, c'est lui qui a tout créé et tout ça. Et donc, moi, je me suis dit, mais je lui posais la question au prof, je lui dis, mais attendez, si Dieu a créé tout le monde, pourquoi il a créé des musulmans, il a créé des non-musulmans pour ensuite les punir et ensuite les mettre en enfer? Et ça, c'était la question de trop. Il fallait pas que je pose ce genre de trop. Je posais tout le temps trop de questions. Et en islam, on nous dit il faut pas poser trop de questions. Si vous posez des questions, c'est que vous avez le diable qui vous souffle des mauvaises pensées. OK, parce que tu crois pas assez. Parce que si tu croyais assez, suffisamment, tu n'aurais pas de questions à poser. Je ne poserai pas de questions et je ne ferai qu'obéir. Et c'est ce qu'on nous apprend, en fait. C'est obéir sans se poser des questions. Mais moi, ce n'était pas possible de faire comme ça. Pour moi, j'avais fait des études à un moment, j'étais orientée science. Et pour moi, seule la science pouvait répondre. Et donc, je commençais de plus en plus à m'éloigner, en fait, de ce qui était ce que j'estimais être de la superstition. Et donc, je me disais, mais attends, non, moi, je ne peux croire que ce que je vois
et l'observation et l'expérience. En science, c'est ça, c'est l'expérience, l'observation, etc. Donc moi, j'aimais bien cette façon de penser les choses, mais c'était pas dans la communauté musulmane, ça c'était très très mal vu. Donc forcément, et ça m'a permis de me poser beaucoup de questions, d'être dans la réflexion, dans la recherche. Et c'est comme ça que je vais vraiment de plus en plus m'éloigner de la religion. Et puis aussi parce que j'étais confrontée avec mes frères, on s'entendait pas bien. À partir de 9-10 ans, on commence à séparer les filles et les garçons. OK. À nous dire que les garçons et les filles peuvent pas trop se côtoyer, qu'une fille doit être vierge, elle doit, pour sauver l'honneur de la famille, jusqu'au mariage, il faut qu'elle soit vierge. Est-ce que tu étais voilée aussi? Alors, moi, j'étais pas voilée parce que mon père n'aimait pas le voile. Ma mère a commencé à porter le voile très tardivement parce que mes frères ont fait pression. Mes frères se sont radicalisés avec le temps. Donc, je suis l'aînée de 8 enfants. Ils sont tous radicalisés à des degrés différents. Je suis la seule qui est sortie de tout ça. Et j'ai eu 2 frères qui étaient vraiment salafistes, et au point même que probablement ils ont fait partie des gens qui étaient proches de Daesh. OK. Voyez. Ouais, quand même. Donc moi, je m'entendais plus vraiment. Et puis avant ça, en fait, ils étaient dans la délinquance. Ils vendaient de la drogue, etc., dans le grand banditisme. Et puis après, ils ont été influencés. Ils ont commencé à devenir, 2 d'entre eux en tout cas, sont devenus salafistes. Et donc avec un islam très rigoriste. Et donc on s'entendait pas. D'abord, moi, j'étais pas contente du fait qu'ils vendaient de la drogue, parce que j'ai détesté tout ça. Et puis après, Mais leur quel genre de radicalisme. drogue qui vendent? Oh, un peu de tout, du shit, de la cocaïne, vraiment, c'est du gros. Mais c'était du gros, hein, c'était pas en petite quantité, c'était des OK. grossistes. OK, oui. Et donc, on pouvait retrouver des armes, c'était assez. Et donc, moi, j'étais contre tout ça. Et on se disputait. Petit, on s'entendait bien, mais au plus on grandissait, au plus la séparation fille-garçon faisait qu'on s'entendait plus du tout bien. Et eux, ils voulaient une emprise sur moi parce que j'étais une fille. Mais comme j'étais plus forte qu'eux et je savais me battre, ils n'avaient pas d'emprise sur moi. Donc, je leur donnais... Voilà. En tant que fille, tu pouvais te battre? Est-ce que tes parents étaient fâchés parce que tu étais une fille qui se battait? Puis, ou ils est-ce savaient, que- ils voyaient bien que... Mon père a toujours dit qu'il fallait qu'on respecte l'aîné. Chez mon père, il a un principe qui n'est pas du tout partagé par la majorité des personnes de la communauté dans le quartier, c'est que pour lui, on respecte l'aîné. Donc, mes frères me devaient respect. Et donc, ce qui fait que ça, c'était aussi un avantage que d'autres camarades n'avaient pas, que toutes les autres filles ne connaissaient pas. Et mes frères, ça les faisait râler parce qu'ils voyaient leurs copains, que chez eux, c'était pas comme ça, c'était l'homme, le garçon qui avait le pouvoir. Et donc, ils m'en voulaient aussi. Mais ils n'avaient pas cette force et cette capacité de pouvoir me répondre. Parce que j'étais assez forte physiquement et je savais me battre. Même à l'école, on n'osait pas trop s'approcher de moi. Je savais vraiment me défendre. J'avais compris qu'il fallait savoir se battre aussi. Donc j'ai dû apprendre à me battre. Et donc j'ai appris à me défendre. Et puis en plus, j'ai joué au foot, etc. Et ma famille n'avait pas trop peur qu'il m'arrive quoi que ce soit à ce niveau-là, parce qu'ils savaient que je savais me battre. Souvent, les gens se plaignaient parce que j'avais frappé leur OK. fils, etc. Puis- mais ça passait dans ta famille. Mais ça passait dans ma famille, parce qu'au contraire, ma famille, si quelqu'un venait m'emmerder, ils espéraient que je sache me défendre. OK. Donc ça, je savais me défendre. Donc ça, à ce niveau-là, j'avais pas vraiment ce problème, on va dire. Et ce qui fait que, généralement, les garçons me respectaient quand même. Après, je me battais pas pour rien non plus. C'est-à-dire qu'on savait que quand je me battais, c'est parce qu'on m'avait embêté. Je n'étais pas une bagarreuse juste Bah parce ouais. que je voulais me bagarrer. Et donc ça a créé de la distance avec mes frères. Puis, Petit à mais je petit. me demande, tu sais, tes frères, en vendant de la drogue en grosse quantité, ils devaient rapporter beaucoup d'argent dans la maison. Est-ce que c'est une des Non, il raisons? ne le montre pas. Il ne le montrait Non, pas dans la il le maison. montrait Il ne le pas. montrait pas parce que d'abord mon père n'aurait jamais accepté ça. Il ne OK. supportait pas ça. Mais J'avais pensé que ça aurait été une des raisons pourquoi que la famille a décidé de se radicaliser en plus, vu que les frères avaient comme un contrôle avec l'argent, tu sais. non, mais c'est L'argent, parce ça que mène beaucoup. ce qu'il y a, c'est que à Bruxelles, comme le grand banditisme rifin, donc berbère, des rifs qui viennent justement de cette région-là, on sait qu'il y a beaucoup la vente de hashish, de drogue et tout ça c'est connu. Et donc aux Pays-Bas, à Bruxelles, il y a beaucoup la vente de la drogue, du trafic et de la mafia marocaine. Et donc ça a permis aussi de financer du terrorisme, cette drogue-là.
OK. Et donc, ils étaient aussi très, très prisés par les personnes radicalisées, parce que ça permettait justement de pouvoir fournir en armement, de fournir en armes, en logistique, etc. Donc, ça finançait aussi une grosse partie du terrorisme. Et beaucoup de jeunes allaient là, se convertissaient ou redevenaient, enfin, quand je dis c'est reconvertir à l'islam radical, c'était pour se racheter. Parce que on me disait, mais ils étaient mal vus, évidemment, parce qu'ils faisaient de la drogue, parce qu'ils étaient des délinquants. Mais à partir du moment où ils faisaient ça pour le bien de la Oumma, de l'islam, quelque part, ils achetaient leur vertu. Ouais. Voyez, et ce qui fait que beaucoup sont tombés dans le radicalisme en même temps, de continuer leurs petites affaires de trafic, etc., parce qu'ils justifiaient finalement ce qu'ils faisaient. Et mes frères ont participé là-dedans, et donc on s'est écarté, on s'entendait plus du tout, de moins en moins bien. Et puis en plus, au départ, avec mon homosexualité, ça allait encore plus ou moins. Mais au fur et à mesure, avec le temps, une fois que j'ai été habitée seule, que j'ai commencé à m'émanciper, je m'entendais plus du tout avec mes frères. Ça, c'était vraiment la rupture totale. Et même avec ma famille, à partir de 23, 24 ans, je voyais plus mon père. J'en ai 49 maintenant. Ben, je comprends très bien là, que c'est difficile là, vivre après qu'il ait mis un couteau à ton cou. Après, Après parce que ça, tu peux plus faire confiance à ces personnes-là. après, on fait plus confiance à personne, à vrai dire. C'est-à-dire que dans la communauté, c'est-à-dire que on a toujours peur de représailles. La peur de la petite enfant qui est encore là, on a toujours peur. En fait, on vit toujours avec cette peur, et ce sont quand même des chocs traumatiques. On vit toujours avec un choc post-traumatique qui n'a jamais été vraiment travaillé. Moi, j'ai suivi des thérapies, etc., parce que c'est important. Moi, je savais que j'avais besoin, parce que quand on a grandi dans une famille musulmane et qu'on a été élevé dans l'islam, c'est très difficile de sortir de l'endoctrinement. D'abord parce que quand on nous apprend que la pureté, le halal, avec les mécréants, que ça ne va pas, qu'on est dégoûté des mécréants, qu'on vous dit que les mécréants sont impurs, sont sales, qu'on ne peut pas manger du porc, etc. Même quand vous sortez de l'islam, vous avez ce dégoût. Et donc, vous devez réapprendre, finalement, à vivre normalement. Ah, mais ça doit être vraiment difficile. Vous voyez, et donc, même côtoyer, on vit dans deux mondes différents, on est complètement schizophrène. Dans la famille, on se comporte d'une certaine manière. Mais quand on fréquente des mécréants, c'est comme ça qu'on les appelle, on doit se comporter d'une autre manière. On cache ce qu'on vit, on cache qui on est réellement. On n'est pas réellement nous-mêmes. Vous voyez ? Et à un moment donné... Mais en fait, tu caches que tu es toi-même partout, même en famille. En famille, on cache, bien sûr. En famille, on n'est pas nous-mêmes. On doit vivre comme selon les préceptes de l'islam. C'est ça. On doit être des personnes de vertu, donc on ne peut pas dire ce qu'on pense. Et de l'autre côté, on ne peut pas non plus être ce qu'on est avec les mécréants, parce qu'on ne peut pas tout dire non plus, parce qu'on nous dit qu'il ne faut rien dire. Donc finalement, personne ne nous connaît, et même nous, on finit par se perdre. Vous voyez, même nous, on ne sait plus qui on est. Donc, il est hyper important. Donc, pour moi, il était hyper important. Je me suis posé des questions existentielles, mais au fond, qui je suis réellement ? Et donc, c'est en suivant des thérapies, etc., que ça m'a permis, moi, de sortir de tout ça, de savoir d'abord qui j'étais, ce que je voulais réellement, d'être apaisée avec moi-même, et puis aussi d'être ouverte par rapport aux autres, c'est-à-dire à ceux qu'on appelait mécréants, parce que même si j'étais sortie de la communauté... Oui, tu trouvais quand même dégoûtant, là, parce que d'après ce que tu avais appris. Oui, d'abord ça, et puis après, parce que même si on était conscient, même si j'étais consciente que ce n'était pas le cas, parce que moi je me disais, mais au fond, c'est des êtres humains comme moi, pourquoi est-ce qu'ils seront plus impurs que moi, etc. Mais le fait est que physiquement, psychologiquement, il y avait un espèce de dégoût. Donc tout ça, j'ai dû moi réapprendre par moi-même à me dire non, c'est pas ça. Ces gens ne sont pas moins impurs, plus que purs que moi. On est tous des êtres humains. Et pareil pour quand je mangeais non halal. J'osais pas manger non halal. Et en fait, j'ai goûté le jambon. Le goût, je me disais, c'est bon. Qu'est-ce qu'on perd ? Mais psychologiquement, je me disais, c'est dégueulasse. Vous voyez, donc on est pris entre le truc où on est dégoûté et en même temps on trouve ça super bon. Moi j'ai des amis musulmans qui me disent je suis pas certain que c'est vrai, mais je me dis, je perds quoi là? Je suis juste mieux de pas en manger. Oui, c'est pas ça. manger de bacon? Oh my God! Ah ouais, mais ils mangent pas de bacon, mais qu'est-ce que tu veux? Pas de bacon, pas
pas de jambon. Mais tu sais, c'est des gens qui sont quand même ici depuis Oui, longtemps. mais le jambon, ils il y a plein décident de d'affaires qui le remplacent. Mais le bacon, Je suis d'accord, c'est le mais tu sais, quand- bacon. Là. Ils sont arrivés ici, puis tu sais, ils prennent beaucoup de nos, tu sais, de nos idées, de nos valeurs, de nos fêtes, des trucs comme ça, mais ils ont gardé le fait de ne pas manger de porc en cas que ça. Puis c'est quand soit même vraiment bizarre parce vrai. que le Québec est un des plus grands producteurs de porc au monde. Oui, oui. Par habitant, là, je pense qu'on produit du porc, ça n'a pas de sens. C'est Oui, la viande, exact. une des viandes les plus abordables ici. Exact, oui, ça, c'est très abordable. On va prendre une petite pause. Je suis avec Fadila Maroufi, une militante de la laïcité. Elle est aussi anthropologue, elle est aussi travailleuse sociale. Elle a gagné, ça s'est mérité le prix international de la laïcité en 2024. C'est incroyable, je suis tellement contente de l'avoir avec nous aujourd'hui. Restez les nôtres, on prend une petite pause. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire. On revient au monde de Tangerine. Comme tous les collaborateurs qui sont joints au mouvement cette année, profitez de la force de nos médias pour faire briller votre entreprise. Radio, balado, réseaux sociaux, tout pour gagner. Ça se fait avec 2 millions de vues par mois et plus. Authenticité, impact. C'est le monde de Tangerine. Contactez-nous maintenant. Nous sommes de retour au monde de Tangerine. On parle de laïcité aujourd'hui. Je sais que ça fait réagir beaucoup. Les commentaires, ça chauffe. Il y en a tellement sur les réseaux sociaux. Vous avez une question, n'hésitez pas à la poser sur les réseaux. Bien sûr, le YouTube est l'endroit idéal pour pouvoir poser vos questions et le Facebook sur Tangerine Le Monde. Je suis avec Fadila Maroufi, cette femme absolument incroyable, militante pour la laïcité. Fred, tu as une petite question. Bien, avant tout, je voulais saluer nos gens sur YouTube parce qu'on a atteint un nouveau plafond. On n'a jamais eu autant de membres YouTube que présentement. Donc, merci à toute la famille qui c'est continue. ça. Rendu à quoi? 42 200? 300. 40 Mais je parle aussi, on a des 300. membres payants. On n'en a jamais eu autant qui s'abonnent pour écouter nos trucs. C'est que merci de nous encourager. Merci les membres YouTube. Ouais, la communauté grandit, on aime ça. Alors, j'ai une question aussi de SOT 233. Question pour Mme Maroufi. Selon elle, qu'est-ce qui distingue l'islam des autres religions? Est-ce qu'elle considère que l'islam est une religion plus dangereuse que les autres? Alors, moi, ce que j'ai pu constater, c'est que le fondement même, en dehors de ce que les hommes en ont fait des religions, c'est que quand on regarde les discours des personnalités comme Jésus ou Moïse, ils n'ont jamais appelé à tuer, à détruire. Ce n'étaient pas des guerriers, ils appelaient plutôt à ne pas tuer. C'est d'ailleurs un des 10 commandements, c'est tu ne tueras point. Jésus, c'était plutôt il faut vous aimer les uns les autres, etc. Donc il y a des discours de ces personnes qui sont plutôt de paix. Contrairement en fait à Mohammed, le prophète des musulmans, qui, au contraire, quand on regarde tout ce qu'il a fait, on nous dit en islam que c'est le meilleur des hommes et que tout le monde doit lui ressembler et les femmes doivent ressembler aux femmes du prophète. Quand on regarde ce qu'il a fait, ce prophète, on voit qu'il a épousé une petite fille à 6 ans. Il l'a consommée, c'est-à-dire qu'il a eu des rapports sexuels, il l'a violée à 9 ans. Il a été en guerre contre des personnes, il a été en guerre, il a massacré tout un village de juifs en Arabie. En fait, il a des esclaves sexuels, il y a des esclaves qui sont permis, etc. Donc, si vous voulez, on n'a pas vraiment le même rapport aux personnes qui ont créé, on va dire, la religion. Donc, quand on voit dans le christianisme Jésus, c'est plutôt un appel à l'amour. Quand on voit Moïse, ses préceptes, c'est tu tueras point. Et puis, de l'autre côté, vous avez un prophète qui a appelé finalement à commettre des choses qui sont juste horribles et qui sont punissables par la loi actuellement. Quand on regarde, par exemple, ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est des choses qui se sont déjà produites dans l'histoire. C'est pas nouveau. Ça s'est produit notamment en Algérie en 1934, où il y a eu un village juif qui a été massacré par les musulmans. Donc on voit que, et c'est de la même manière à chaque fois, c'est le même mode opératoire. C'est on viole les femmes pour humilier les hommes, on tue,
on massacre et c'est systématiquement de la même manière. On a les mêmes descriptions en réalité des massacres. Donc finalement, le 7 octobre, c'est on va dire, un mode opératoire qui est systématiquement reproduit de la même manière et qui, à mon avis, va se reproduire puisque on voit que nous avons des terroristes qui continuent d'appeler à recommettre les mêmes horreurs. Donc je dirais que la différence entre ces trois religions, c'est surtout dans le fondement par rapport aux personnes qui ont transmis ces religions. Donc moi, je dirais que c'est à partir de là. Après, ça n'empêche pas qu'on est des êtres humains, on est capable aussi de faire notre part des choses. C'est-à-dire qu'on peut très bien refuser. Moi, je connais des musulmans qui me disent moi, je suis musulman, mais je refuse, j'ai pas envie de faire la guerre, je n'ai pas envie de haïr les gens, j'ai pas envie de détester. Je pratique mon islam comme je le pense. Ouais. C'est-à-dire je fais mes 5 prières, je fais le ramadan, mais je ne veux pas embêter qui que ce soit et je ne veux pas non plus faire la guerre. Moi, je suis ici dans un pays en Occident où on est en paix, je travaille, je veux une bonne éducation pour mes enfants, etc. Mais vous avez quand même une idéologie à côté, des gens qui, eux, veulent imposer la religion, et notamment les frères musulmans qui sont en expansion et qu'on voit de plus en plus, et que moi j'ai vu grandir aussi, et qui ont radicalisé de plus en plus cette jeunesse musulmane et qui continuent à essayer de radicaliser un maximum de jeunes musulmans. C'est comme s'ils les convertissaient, mais ils sont déjà musulmans. Ils les C'est ça. convertissent à l'islam. C'est exactement ça. En fait, ce qu'ils disent, c'est que l'islam de vos parents n'est pas le bon islam. Parce que nous, nos parents, nos grands-parents, c'était un islam à la carte. C'est-à-dire, on pratiquait un petit peu, mais bon, si de temps en temps on boit un verre de vin, c'est pas trop grave. Si on fait ça, c'est pas trop grave. Mais eux, en fait, ils ont imposé, ils sont revenus avec un islam fondamentaliste en disant non, c'est interdit, vous devez pratiquer à la lettre l'islam. Donc l'islam des premiers, depuis le prophète jusqu'à plus ou moins, on va dire 200 ans après, il faut suivre les pieux anciens. Il faut pratiquer un islam comme à l'époque et avec rigueur. Et donc ils ont commencé à nous dire ça c'est interdit, ça c'est pas interdit. Donc la musique est interdite, fêter les anniversaires c'est interdit, chanter c'est interdit, la musique est interdite, sauf les chants religieux, sans les instruments de musique, uniquement avec le douf. Le douf, c'est un instrument avec une peau d'animal. Mais à part ça, en fait, on ne peut pas jouer au violon, au piano, etc. Tout ça est interdit. Donc, et on réintroduit ça auprès de la jeunesse, en fait. Et donc, on réislamise. Ils disent, on va réislamiser dans le véritable islam. Et donc, on a une jeunesse qui, depuis plusieurs décennies, en fait, sont de plus en plus radicalisées, ont un islam plutôt rigoriste et frériste, et qui est politico-religieux. C'est-à-dire que la religion, elle doit être partout. Si vous travaillez, la femme doit porter le voile partout où elle est. On doit être prosélyte, on doit faire la dawa. C'est une obligation en islam, vous devez faire la dawa. Donc si moi je suis musulmane, je suis obligée d'amener, quand je vois qu'un de mes compatriotes musulmans, un membre de la Oumma, fait mal quelque chose, je suis obligée de le lui dire. Sinon, c'est moi qui me prends, je suis comptable de ses péchés. Voyez, et ça met pression sur les gens. Quand j'étais travailleuse sociale, à force d'avoir été agressée, etc., à un moment donné, je me suis dit, je vais essayer de comprendre l'islamisme. Comment cet islam-là, pourquoi est-ce que tout d'un coup, il y a un radicalisme ? En fait, à l'époque, je ne parlais pas d'islamisme, je parlais vraiment de radicalisme. Je disais, mais comment se fait-il qu'il y ait un radicalisme comme ça, qui est de plus en plus présent ? On le connaissait, il existait, mais quand j'étais petite, il était moins grand et il a commencé à se propager d'une manière vraiment petit à petit jusqu'à vraiment devenir très présent et visible dans l'espace public. Dans ta communauté, voilà. En Belgique. C'est ça. Et donc, j'ai essayé de le comprendre et j'ai commencé mes études d'anthropologie. Au départ, c'était pour essayer un petit peu d'avoir des outils pour analyser, pour savoir faire une analyse de ce que je voyais en tant que travailleuse sociale, pour ensuite, au niveau politique, interpeller les politiques pour aider les populations. Et j'ai travaillé, du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas faire un travail sur la pratique de l'islam par les femmes. Et donc, j'ai été dans une mosquée et je devais faire 6 mois de travail. Et là, je me suis rendu compte que j'étais tombée dans un nid de radicalisation, un lieu où on radicalisait de plus en plus les jeunes filles, les enfants et les femmes. Et je suis restée je suis restée 3 ans infiltrée dans ce monde, dans ce milieu. Oui. Ça m'a ouvert d'autres lieux.
Mais 3 ans infiltrés, ça veut dire que tu étais là, puis tu leur faisais à croire que tu étais en train de te convertir. Voilà, au début, en fait, ce que j'ai fait, c'est que comme j'étais travailleuse sociale, je savais que j'allais rencontrer des gens qui me reconnaissaient. Donc j'étais là sans voile, je me suis présentée comme je suis habituellement et je leur ai dit, j'ai dit voilà, moi ça m'intéresse d'étudier la spiritualité en islam. Je fais des études d'anthropologie, mais je suis aussi travailleuse sociale, etc. Alors au début, les personnes qui donnaient cours dans ces lieux se méfiaient de moi et c'est des femmes qui m'ont reconnue en tant que travailleuse sociale, qui m'ont dit ah mais Fadila, comment tu es, comment tu vas, etc. Et qu'elles ont dit ah mais vous connaissez, elles ont dit oui, c'est notre assistante sociale, elle nous a beaucoup aidés, etc. Et du coup, elles ont commencé à avoir confiance en moi. Et donc, après, je me suis inscrite à tous les cours. Et en fait, comme je m'appelle Fadila Maroufi, pour eux, d'office, je suis musulmane. Je ne peux pas être autre chose. Ils ne pouvaient pas me voir autre chose que musulmane. Donc, moi, je n'ai pas dit que je n'étais pas musulmane. Donc, j'ai laissé croire que j'étais toujours musulmane. Par moments, ils me posaient des questions. Ils me disaient, tiens, ta famille, comment ça se passe? Et je leur expliquais que je ne m'entendais pas trop bien avec ma famille, malheureusement, que ma famille ne m'a pas appris vraiment le véritable islam, etc. OK. Et donc, Que finalement, c'était toi qui avais mis de côté ta famille. oui, parce que voilà. eux, ils n'étaient pas assez religieux pour toi. C'est ça que tu leur faisais à Non, croire. même pas ça. Non? C'est que je leur disais que tout simplement que moi, je n'avais pas appris vraiment la religion comme eux le pratiquent parce que ma OK. famille n'était pas vraiment très pratiquante non plus. Et du coup, elle commençait à essayer de savoir quelles étaient les parties fragiles de chez moi. Parce que j'étais dans un lieu où ils radicalisaient quand même. Ce n'était pas un simple lieu où on priait, etc. Et donc, j'ai commencé à leur dire tout simplement, ben voilà, non, moi, avec ma mère, je m'entends pas trop bien, etc. Et du coup, la personne, elle jouait le rôle de la mère avec moi. Elle a commencé à prendre une position une figure maternelle. Et elle essayait comme ça de m'introduire dans son truc, de m'amener petit à petit dans la radicalisation, dans la pratique de l'islam. Et moi, quelque part, vous savez, il y a des moments où on peut être fragile dans la vie. Généralement, on sait très bien, les travailleurs sociaux vont vous le dire, période de Noël, c'est généralement les mêmes périodes où les gens sont plus fragiles parce qu'il y a les fêtes, et puis il suffit que vous ne fêtez pas les fêtes en famille, etc. Vous êtes un peu mélancolique, etc. Et je savais que c'était une période qui était difficile à l'époque pour moi. Et donc, je me sentais bien qu'il y avait une fragilité. Donc, ce que j'ai fait, quand j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui était en train de se jouer, je me suis dit, je vais quand même prendre des garanties. Je vais aller suivre une thérapie avec une psychologue pour être un garde-fou, pour ne pas me radicaliser. OK, oui. Parce qu'ils sont très forts. J'en doute pas. Ils sont très, très forts. Et donc, elle sentait, elle, cette fragilité. Et surtout parce que quand j'en parlais, parfois, j'étais encore émotionnelle. Et du coup, elle me prenait comme sur son aile, comme si c'était, voilà, elle était maternante, etc. Et moi, quelque part, je me prêtais à ce jeu-là en me disant, ben, ça va me permettre d'aller un peu plus loin, de comprendre. Et surtout, elles vont me permettre d'aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Et donc, ça m'a permis d'aller voir d'autres lieux radicalisés. Mais qu'est-ce que tu apprenais? Alors, Qu'est-ce que tu apprenais dans ces cours-là? Alors, il y a des cours de tout. Il y a des cours d'éthique et juridique islamique, ce qu'on appelle le fiqh, c'est juridique islamique. On a des cours de l'apprentissage de l'arabe, mais à partir du Coran. En 3-4 mois, vous savez lire l'arabe. Vous ne le comprenez pas forcément, mais vous savez le lire et l'écrire. On apprenait le dogme, donc c'est-à-dire les principes fondamentaux dans l'islam, comment se voiler, les anges, etc. Il y avait des cours il y avait des assises spirituelles. Donc les assises spirituelles, c'est un lieu, et là c'était plutôt les jeunes filles. On se rassemble autour d'une sœur et elle nous disait, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, c'est ouvert. En réalité, vous posez des questions, mais elle vous répond, mais c'est toujours selon l'islam. Et ce qui était intelligent d'elle, en fait, c'est que les jeunes filles pensaient que comme il y a des tabous dans les familles, on ne peut pas parler de tout dans les familles, la sexualité est tabou, etc. Là, elle disait, mais avec moi, vous pouvez parler de tout. Et donc, ces jeunes filles se confiaient à elle. Et elle disait, oui, c'est bien, mais en islam, tu sais que ça, c'est pas bien, ça, c'est haram, etc., c'est illicite et tout. Et donc, elle réajustait le comportement des jeunes filles. Elles imposaient aussi, elles parlaient tout le temps de la vie et la mort, et surtout de la mort. Elles nous expliquaient qu'est-ce qui allait se passer dans la tombe, ce qu'on appelle les supplices de la tombe. Donc, si vous allez dans une librairie islamique,
Vous pouvez aller voir dans le rayon, il y a un rayon où vous avez des livres où c'est écrit les supplices de la tombe et on vous explique comment vous allez être puni dans la tombe. C'est-à-dire que il y a un ange qui descend dans votre tombe. Et si vous avez fait des bonnes choses, si vous êtes une bonne musulmane, vous allez avoir un ange qui est blanc, qui est pur, qui est magnifique, etc., qui va venir vous chercher dans votre tombe. Et votre tombe est très large, vous n'allez pas vous sentir enfermé, etc. Il sent le musc, etc. Donc tout se passe bien. Mais si vous avez commis des péchés et que à ce moment-là, vous avez un ange qui descendra, mais qui sera sale, qui sentira mauvais et qui va aller chercher votre âme dans le fin fond du corps et vous l'arracher avec une douleur incroyable. Et votre cercueil votre tombe va être rétrécie complètement, etc. Donc on vous explique tout ça. Après, il y a aussi l'enfer. Ça, c'est le début seulement. Et donc, on fait peur avec tous ces principes. Et donc, très souvent, on nous dira, vous savez, si vous sortez d'ici et que vous n'avez pas votre voile, vous savez que même si vous êtes musulman, si vous mourrez, vous n'êtes pas musulman, vous irez en enfer. Vous allez quand même devoir payer. Et donc, tout ça, ça fait peur parce qu'on nous raconte des histoires qui font très, très peur. Parce que depuis l'enfance, on nous explique le paradis, l'enfer, comment est-ce que la femme va être brûlée en enfer. Tous les supplices, en fait, que nous allons subir. Donc, ça fait très, très peur. Mais c'est quelque chose quand tu es d'ancré. une femme, tu passes pas à côté, là. Pardon? Quand tu es une femme, tu passes pas à côté de ça. Là. Tu vas finir te faire brûler de toute façon. Et c'est quoi comment tu pourrais passer à côté de te faire brûler ou de te faire torturer en enfer? Vu que tu es une femme. En faisant bien, en étant une femme pieuse, en portant le voile, en étant soumise, en étant patiente. Quand on dit patience, c'est que même si ton mari te bat, tu dois être patiente. De toute façon, c'est Dieu qui va régler le problème et qui va punir ton mari s'il a commis des choses, des péchés. Mais toi, tu dois être patiente, tu dois vraiment tout subir sans rien dire. C'est ça. C'est ça que Mandana disait, Mandana Javan, quand elle est venue. Elle disait, la religion catholique va te demander une obéissance. Puis elle disait que l'islam te demandait une soumission. Exactement. C'est quand même une grosse différence. Là. Tout à fait. Une soumission dans tout et partout. Et puis, on nous distribuait aussi des petits livres avec des invocations et qui s'appellent le Citadelle du musulman. Et pour les enfants, on a le même, mais Citadelle du petit musulman. Donc, c'est un tout petit livre qui s'achète, en Belgique, c'est 2-3 euros. Et moi, en fait, je ne connaissais pas. Et je me suis rendu compte que toutes les femmes en avaient un. Et en fait, quand le professeur m'a dit, tiens, tu as la Citadelle du musulman, et moi je lui disais, tiens non, et puis elle me disait, la semaine prochaine je te ramènerai. Et en fait, je me suis retrouvée la prof qui me donnait ça, et puis il y avait d'autres femmes qui venaient qui me disaient, mais je te l'offre. Je dis non, mais j'en ai déjà un, c'est suffisant. Et en fait, ces invocations, elle le garde tout le temps sur elle. Et donc, quand vous allez rentrer dans une toilette, vous devez dire une invocation pour vous protéger du mal et du djinn. Quand vous sortez des toilettes, vous devez dire une invocation. Quand vous allez rendre une visite dans votre famille, vous devez faire une invocation. Avant de dormir, vous dites une invocation. Avant de vous lever, vous dites une invocation. Rendre visite à l'hôpital, vous dites une invocation. Donc, en fait, le religieux est tout le temps là. Vous êtes obsédé par est-ce que j'ai bien fait ou pas bien fait. Vous êtes surveillé constamment, non seulement par les autres membres de la communauté, mais vous êtes surveillé constamment par Dieu. Donc, vous devez vous surveiller aussi dans tout ce que vous faites. Ça devient obsessionnel. Ça crée vraiment des psychoses, vraiment, chez les gens. J'en doute pas. Et on se rend pas... Je suis déjà fatiguée à écouter ça. Je suis comme, oh my God. Moi, c'est sûr, j'ai tout raté, là. Mais on se rend pas compte, en fait, de l'impact que ça peut avoir. Moi, par exemple, je viens d'une culture où les femmes avaient des tatouages qui étaient très importants parce que ça signifiait une appartenance aussi au groupe, au clan berbère. Et donc, chaque femme, dans chaque tribu, en fait, il y avait des tatouages magnifiques sur les visages, les poignets, etc. Et à un moment donné, les islamistes ont commencé à dire aux femmes en Belgique et ailleurs que c'était interdit en islam. Et on leur demandait de l'enlever. Et moi, j'ai connu quand j'étais petite, ma grand-mère a dû aller à l'hôpital pour enlever ses tatouages. Et à un moment donné, j'entends qu'ils me disent, elle va rentrer à l'hôpital. Et je lui disais, mais pourquoi tu dois aller à l'hôpital? Alors elle me dit, parce que je dois enlever mes tatouages, parce qu'à ce qui paraît, c'est parce que c'est haram. Et j'ai vu la tristesse qu'il y avait dans son regard. Ça voulait tout dire pour moi. On lui arrachait une identité, une appartenance, quelque chose qui était familial. Ça m'est tellement resté dans ma mémoire. Et que quand j'ai créé ma bière, justement, je me suis dit, je vais remettre
ce symbole-là sur le visage de ma deuxième bière parce que c'est quelque chose qui était important. C'était une histoire, ça appartenait à une histoire, à quelque chose, une culture berbère qu'ils ont essayé d'effacer, qu'ils ont effacé chez la plupart de ces femmes. En tout cas, il y aurait de la misère à m'enlever mes tatouages. Moi, je pense qu'à un moment donné, ils m'accepteraient de même. S'ils veulent me convertir. C'est comme, OK. Moi, j'ai quasiment tout le corps fait, là. Faut que tu portes une burqa en tout temps. Ah, c'est ça. Ouais, non, mais... Il y en a qui seraient contents, là, d'après les commentaires Facebook. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que du coup, là, dans ces groupes-là de femmes, on a créé des militantes islamistes. Et donc, quand on entend maintenant, quand on dit il y a les féministes islamiques, en réalité, ce ne sont pas des féministes. Ce sont des femmes qui veulent juste imposer les normes islamiques, le port du voile, la manière de s'habiller, la manière de parler, la manière de se comporter en tant que musulmane. Tout doit être conforme à l'islam. Et c'est ce qu'on nous apprenait là. Et c'est ce que ces femmes disaient à la plupart des jeunes filles ou des femmes qui étaient là. Ils disaient, vous êtes garante de l'islam. C'est à vous de faire en sorte que l'islam puisse se propager partout, et même avec vos maris. Moi, j'ai connu des femmes là, le mari ne voulait pas que leur femme se voile, et la femme leur disait, mais si tu refuses, je divorce. Donc, la pratique de l'islam c'est pas toujours l'homme qui l'impose. Ça peut être aussi les femmes qui l'imposent même à leur propre mari. Non, j'en doute pas. Et donc, et très souvent, en fait, on croit toujours que les femmes sont victimes, mais il n'y a pas que des femmes victimes, il y a aussi des femmes bourreaux. Quand on peut voir la police des mœurs en Iran, où vous avez des femmes qui interpellent les autres femmes parce que leur voile est mal fait, qu'elles appellent la police, ben, on a la même chose ici. C'est-à-dire que ces femmes doivent garantir que vous pratiquez bien l'islam et ils vous rappellent à l'ordre. Alors, elles ne le font pas très ouvertement, parce qu'il ne faut pas non plus montrer une mauvaise image de l'islam dans leur tête chez les mécréants. Il faut aussi les inviter à épouser l'islam. Donc, ils vont toujours le faire avec le sourire. Et c'est ça qui est fort chez les frères musulmans. C'est que les frères et les fréristes, tous ceux qui sont dans l'idéologie frériste, en fait, ils essayent d'amener l'islam en ce qu'ils appellent en douceur. Donc, si une femme n'est pas prête à mettre le voile, n'insistez pas. Apprenez-lui tout doucement. Et puis après, Inch'Allah, un jour, elle va commencer petit à petit. Mettez-lui un petit voile, dites-lui qu'elle est belle avec ça, etc. Et c'est ce qu'on fait maintenant sur les réseaux sociaux. On a beaucoup de jeunes filles à qui on lui dit est-ce que vous voulez bien essayer une fois le voile pour voir comment c'est, etc. En soutien aux femmes qui veulent porter le voile. Alors vous avez toutes ces petites jeunes filles et qui disent ah mais oui d'accord bien sûr, et puis elles le mettent. Alors on lui dit ah machallah qu'est-ce que tu es belle. Et alors toute la communauté autour qui sont sur les TikTok et disent ah mais tes yeux ressortent mieux, t'es beaucoup plus belle comme ça. Est-ce que tu trouves pas que t'as une certaine élégance et une certaine liberté? Ouais. Et petit à petit ces jeunes filles en fait se font embarquer par l'ego, par quelque chose qui leur disent bah, vous êtes belle, vous êtes ceci, vous êtes cela. Et en fait, c'est de cette manière-là. J'en ai rencontré une, moi, ici, en passant, juste, parenthèse, une de mes clientes, dans le temps que je faisais de l'esthétique, qui n'était pas voilée. Une femme qui restait en France, justement, puis qui est venue ici, qui était musulmane, mais non pratiquante, puis qui est venue ici, puis qui a rencontré un Marocain. Puis, elle a commencé à se voiler. Elle n'était pas voilée. Et elle a commencé à se voiler. Et je l'ai vue, dès le départ, elle n'était pas voilée. Elle venait se faire enlever ses tatouages parce qu'elle avait rencontré cet homme marocain. Mais là, tranquillement, pas vite, elle est devenue voilée. Et elle s'est mariée avec l'homme, etc. Mais elle me disait... Ah, je me sens mieux voilée. Je me sens que je suis vraiment juste sexy pour mon homme. Je sens que je me garde, que j'ai plus de classe, que je me garde justement pour mon homme à moi, que je suis pas en train d'exciter les autres hommes. C'est exactement pour respecter mon homme à moi. Ça, je comprends, mais moi... Il y a une partie là-dedans que je comprends jamais, c'est comment ils ont fait pour réussir à l'imposer seulement aux femmes, mais les gars, eux, ils n'ont rien. Pas d'habits, portent ce qu'ils veulent. Je veux dire, il y en a des beaux gars aussi. Tu te rappelles pas ce que Mandana nous a expliqué, c'est qu'il fallait, dans l'islam, on doit avoir peur de deux groupes, les femmes et les juifs. C'est ce qu'elle a dit. C'est bien ça? C'est exactement ça. Parce que moi, je pense que c'est parce que les juifs, d'abord, ils ont la mémoire. Pour eux, la mémoire est très importante. C'est la communauté juive, elle a cette façon de vouloir garder aussi sa culture et son histoire, etc. Et ça, partout où vous voyez les islamistes, la première chose qu'ils essayent de faire, c'est d'effacer la culture de l'autre pour la remplacer.
Donc on voit de plus en plus, même on le voit chez nous en Belgique ou en France, c'est qu'on essaie de remplacer l'histoire. On va essayer de récupérer des figures emblématiques. On va leur faire dire autre chose, comme par exemple on va prendre des personnalités comme Frantz Fanon, etc. Et on va dire, vous voyez, il s'est battu pour nos droits et donc nous aussi on doit se battre pour nos droits parce qu'on a été colonisés. Et on va se servir de ça pour culpabiliser d'abord la culture qui est là, et si elle se culpabilise, elle va commencer à dire ah ma culture n'est pas bien, etc. Ils vont commencer à s'autocritiquer. D'ailleurs, quand on regarde que ce soit en France, que ce soit en Belgique, etc. Les gens ont honte de leur culture. Ils rejettent tout. Alors qu'on a des principes de liberté et justement, on devrait en être fier. Et donc, quelque part, dès que quelqu'un met un drapeau français ou un drapeau belge, on dit « Ah, c'est des nationalistes, ce sont des gens qui sont racistes ». Et donc, on rejette finalement cette pratique-là. Mais eux, c'est ce qu'ils recherchent pour ensuite la remplacer par une autre histoire, une autre narration. On raconte l'histoire du colonialisme à leur sauce, complètement travaillée. Mais quand on regarde bien l'histoire de la colonisation, on ne parle jamais de l'esclavage, on ne parle jamais de l'esclavage arabo-musulman. Pourtant, elle a été énorme quand on voit les maltraitances, et ça continue encore parce qu'il y a des esclaves noirs encore dans les pays arabes, contrairement aux pays européens où là, on a des lois qui défendent, tout le monde est sur un même pied d'égalité, hommes-femmes, mais aussi les personnes qui viennent d'autres nations. On a tous c'est les mêmes lois et les mêmes droits qui s'appliquent. Eh bien, on inverse complètement et c'est comme si le monde occidental était méchant et finalement, c'est les lois islamiques qui est égalitaire. Alors que non, l'esclavage, en islam, ça pose aucun problème. Le mariage des petites filles, ça pose aucun problème. On le voit en Afghanistan. Partout où l'islam s'est imposé, on voit bien que les jeunes filles, les femmes perdent des droits, mais aussi les personnes de couleur. On a des esclaves, il y a encore ces pratiques-là, etc. Donc on voit bien quand même qu'il y a quand même quelque chose qui est bien présent. Et c'est ça qui est assez compliqué. C'est là où on se dit il faut faire attention parce qu'on est en train de complètement changer notre manière de vivre en Occident. On voit bien que maintenant, ce qui s'impose, ce sont des normes islamiques. On voit, si vous venez à Bruxelles un jour, vous allez voir le nombre de voilés, vous n'allez pas en venir. Vous allez vous dire, mais je suis en Belgique ou je suis dans un pays islamique? Il y en a vraiment beaucoup. Ah, mais quasiment, si vous allez à Bruxelles, quasiment la majorité, enfin la totalité des femmes sont voilées. Maintenant, on voit surtout des petites filles voilées. Mais nous aussi, on en voit là, des petites filles voilées. Ben, à l'école de ma fille, je veux dire, dans le temps qu'elle était au primaire, là, il y en avait quand même beaucoup, là, au moins une dizaine de petites filles voilées là, au primaire. Oui, parce qu'ils se disent que au plus tôt on les voile, au plus elles auront difficile à l'enlever. Et elles vont s'habituer à le porter. Mais il ne faut pas oublier que le voile, c'est bien faire la distinction entre les femmes pieuses et les femmes pas pieuses. C'est-à-dire qu'une femme qui est pieuse, elle sera préservée. Ça, c'est en théorie, hein, parce que dans la réalité, ce n'est pas totalement ça. Hein. Et les femmes qui ne sont pas pieuses, qui ne portent pas le voile, qui ne se préservent pas pour leur mari, elles peuvent être violées, c'est de leur faute. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Donc une petite fille, on sexualise aussi la petite fille. Donc pour moi, il est extrêmement important d'interdire le port du voile pour les mineurs. Bon, ça, c'est parce que et en plus c'est une maltraitance pour les enfants. Moi, j'ai rencontré des jeunes filles qui ont porté le voile depuis petites dans des familles salafistes. Les jeunes filles à l'adolescence, elles sont complètement détruites, hein. Elles sont complètement repliées sur elles-mêmes, très timides, elles peuvent d'une manière maladive, elles peuvent plus parler avec les autres, elles ont honte de leur corps, elles sont complètement repliées sur elles-mêmes, etc. On se rend pas compte de l'impact que ça. Le port du voile a un impact incroyable. Ça vous maintient et ça fait que vous devez vous autocontrôler le corps. Même le corps, vous n'êtes plus libre. Il faut le tester pour le voir. Moi, je l'ai testé. Le djilbab, le truc complet, je peux vous assurer qu'à la fin de la journée, vous avez mal au cou, vous avez mal aux omoplates parce que vous êtes crispé. Ça tire vers l'arrière. Donc les gens ne réalisent pas ce que ça implique en fait le port du voile. Ça implique aussi que c'est la séparation entre les hommes et les femmes dans les rôles et les tâches. Ça implique aussi que vous n'avez pas les mêmes droits que les hommes. Ça implique en fait, il y a beaucoup de choses qui s'impliquent quand vous êtes voilé et quand vous êtes musulmane. Ce n'est pas juste comme ça, d'une manière, vous avez plus de liberté, contrairement à ce que ces idiotes disent. Mais quand tu arrives dans un pays libre comme le Canada, puis tu veux porter ton voile pareil, tu vois pas que les autres femmes sont libres? Est-ce que tu as envie d'être libre comme les autres?
où tu es vraiment comme, à cause de vraiment brainwashé à ce que c'est mieux, que toutes les autres sont pas corrects. Finalement, tu arrives dans le pays, puis tout le monde n'est pas correct dans le pays, quoi. C'est ça. En fait, l'endoctrinement est tel que, en fait, les femmes, vous les voyez parfois sourire et dire « Ah, mais je suis libre, je suis contente d'être musulmane et c'est mon choix, ma liberté ». En réalité, elles mentent. La plupart du temps, c'est pas un choix et c'est pas une liberté. Elles savent très bien que si elles ne se voilent pas, il y a des conséquences à ça. Il y a des conséquences par rapport à sa famille, il y a des conséquences par rapport à la communauté. Et quand elles voient d'autres filles qui sont comme vous et moi, etc., elles nous méprisent parce qu'il y a de la jalousie derrière. Mm-hmm. Nous, on est libre et on se sent bien dans la manière dont et elles ne supportent pas ça. Et donc, c'est en ça aussi que ces femmes-là, comme elles sont coincées, parce que qu'est-ce que ça veut dire ? Quand on est dans une famille musulmane, si on ne pratique pas l'islam comme les musulmans ou la communauté veut qu'on la pratique, on risque de perdre sa famille. On est rejeté par la communauté, par la Oumma. On se retrouve seul, c'est ça que ça veut dire. Et quand vous êtes éduqué là-dedans, on vous éduque dans la peur. Vous avez peur d'être seul, vous avez peur de tout perdre. Vous avez l'impression que vous ne saurez rien faire parce que quand vous grandissez dans une famille musulmane, en tout cas, moi, une fois que je suis sortie, oui, j'ai été voir de l'autre côté. Je me suis dit, j'avais peur. Je me suis dit, au fond, ici, maintenant, après, qu'est-ce que je vais devenir ? Et si je réussis pas ? Et si je suis seule ? Et si je me retrouve dans la rue ? On se pose plein de questions parce qu'on n'a pas appris en tant que femme à savoir se débrouiller. Mais une fois que vous passez le cap, vous devez aussi dépasser tout ça. Vous devez travailler de telle manière à ce qu'on arrive à savoir se débrouiller, prendre un billet d'avion, c'est tout bête, hein, mais voyager. Si moi, à 40 ans seulement, j'ai commencé vraiment à me dire ok, si je voyage et si je me perds, je peux appeler un taxi, je peux inscrire Parce qu'avant ça, j'avais peur, je me disais ça y est, je vais me retrouver dans un pays que je connais pas, je vais me retrouver dans la rue, je vais tout perdre, etc. Et jusqu'au jour où j'ai pris conscience, je me suis dit mais attends, tu travailles, tu as un compte bancaire, tu as une carte, tu as un téléphone. Tu ne peux pas te retrouver sans rien. Et c'est tout un travail qu'on doit se faire psychologiquement parce qu'on est c'est de l'endoctrinement, c'est des peurs qu'on nous instaure en fait à l'intérieur. Mais pourquoi il fallait avoir peur? Comme les deux groupes dans l'islam, quand on dit qu'il faut avoir peur des deux groupes, les Juifs, tu as expliqué, mais pourquoi ils avaient peur des femmes? Pourquoi ils ont peur des femmes? Ils ont peur des femmes parce que les femmes, c'est elles qui font l'éducation. C'est elles qui portent les enfants, c'est eux qui vont éduquer. D'ailleurs, ils le disent. C'est pour ça aussi qu'ils arrivent à endoctriner les femmes et que les femmes se laissent. Comme je vous l'ai dit, dans une famille musulmane, c'est le garçon qui a le pouvoir. Les filles, généralement, sont méprisées. Elles sont mises de côté, surtout par les mères, parce que c'est les mères qui éduquent. Donc, si on veut créer des hommes qui respectent une femme, les femmes peuvent aussi éduquer leurs enfants pour qu'ils soient respectueux vis-à-vis des femmes. Là, on éduque le garçon. Finalement, les mères éduquent les garçons à ce qu'ils les aiment. Il y a une espèce d'inceste comme ça psychologique. Bon, ça existe aussi l'inceste féminin, physique. Mais là, c'est vraiment comme un inceste psychologique où le garçon, finalement, devient son homme, l'homme de la mère, et il doit contrôler la fille, il doit surveiller la fille. La fille est méprisée, elle est prise vraiment, c'est pas elle qui doit... elle doit préserver sa virginité pour la famille, mais c'est tout. Mais elle est prise elle est dans un second plan. Et ce qu'ils font, c'est que les islamistes, ce qu'ils ont compris, c'est d'inverser les choses. C'est de dire aux filles, mais Allah vous a choisi, vous, parce que vous êtes les garantes de l'islam. C'est vous qui allez transmettre l'islam à vos enfants. Vous êtes les plus importantes en islam. Et donc, ces filles-là comme elles ont été méprisées par leurs parents, là, elles se disent, enfin, on me reconnaît. Et en plus, j'ai des droits. Et moi, je peux expliquer à ma famille, je peux prendre ma revanche et expliquer à mes parents qu'eux, ils ne pratiquent pas le bon islam. Et donc, si vous voulez, ces filles-là se laissent embarquer dans quelque chose. On leur dit aussi que le voile, c'est un choix qu'elles ont fait et que c'est à elles de défendre le droit. Au lieu de dire c'est une obligation, on ne leur dit pas que c'est une obligation, on leur dit c'est votre droit. Et dans ces pays de mécréants qui ne comprennent pas, vous pouvez faire quelque chose pour notre communauté. Vous êtes importante. Et donc, elles sont missionnées. Okay. Et c'est comme ça qu'elles se laissent embarquer dans des choses comme ça, mais elles ne se rendent pas forcément compte dans l'enfer dans lequel elles sont en train de creuser. Ce n'est pas toujours le cas, parce qu'on leur vend
un islam un peu, une communauté musulmane comme à Dubaï. Vous voyez, d'ailleurs, on voit souvent les influenceuses, elles sont habillées comme les femmes à Dubaï, où elles vont faire du shopping, etc. Parce que les islamistes sont très bien compris, ils sont très intelligents, ils ont des stratégies. Et d'ailleurs, c'est Youssef El-Kardawi, qui est un des membres des frères musulmans, c'est le premier qui a dit aux femmes, elles doivent aller à l'école parce que c'est elles qui vont être la garante de l'islam et qui vont pouvoir éduquer leurs enfants. Mais la prochaine étape, une fois que la société est islamisée, que les femmes ont fait des études, etc., et que le monde devient musulman, les femmes vont devoir retourner à domicile. Elles devront rester chez elles, elles ne pourront pas faire comme elles le souhaitent. Donc c'est par étapes à chaque fois. C'est comme ça qu'il fonctionne. L'objectif, c'est de ramener d'islamiser un maximum de gens. Une fois que ça s'est fait, on pourra imposer une autre manière. D'ailleurs, dans les mosquées que j'ai fréquentées, souvent ce qu'elles disaient, c'est si vous portez un petit hijab, c'est pas grave. La prochaine fois, Inch'Allah, ça va être un peu plus long. Et puis, jusqu'à Inch'Allah, un jour, vous arriverez au voile intégral. Le voile comme c'est dans les préceptes de l'islam. C'est comme ça qu'ils vendent les choses. Tranquillement, pas vite, pour faire penser, te faire croire que ça vient de toi. Fait comme ça, après ça, t'as le cœur sur ton hijab. Là. Tu veux absolument le porter parce que ça vient de toi et t'as pris cette décision-là avec le temps. Mais finalement, c'est plein de monde qui t'ont manipulé à le porter. Il y a une influenceuse d'ailleurs, et ça s'est déjà produit aussi avec une chanteuse qui a enlevé son hijab. Quand elle a porté le hijab, tout le monde lui disait « Ah, qu'est-ce qu'elle est merveilleuse, qu'est-ce qu'elle est belle ». Et le jour où elle a décidé de l'enlever, elle s'est fait insulter sur les réseaux sociaux. Et il y a une autre jeune fille qui s'est convertie à l'islam, qui a commencé à porter le hijab. Et un jour, elle a commencé à pleurer. Elle a fait un petit truc TikTok, une petite vidéo TikTok où elle expliquait, elle pleurait et elle disait j'adore mes cheveux et je peux plus mettre mes cheveux. Je suis prise vraiment je suis déchirée entre ma foi en islam et en même temps, je peux pas garder ce voile. Je me trouve moche. Et elle pleurait vraiment sincèrement. Elle était vraiment en souffrance. Et on voyait tous les messages, il fallait lire tous les messages où les femmes lui disaient non, mais ça c'est soussoué, au fait c'est des murmures qui te disent que c'est Shaitan qui te dit qu'il faut pas, etc. Mais garde ta foi, renforce ta foi, machallah, t'es très belle avec ce hijab, etc. Ouais, et d'autres qui les hommes devaient lui dire aussi, et t'es très belle comme bien ça. sûr. Et puis alors il y avait d'autres personnes qui lui disaient mais enlève-le alors, puisque tu ne l'aimes pas, mais enlève-le, vis en liberté, etc. Et le lendemain, elle a fait une autre vidéo, elle a dit oh mes sœurs, il y a des personnes qui ont voulu que je sorte de l'islam, mais machallah, mon cœur s'est renforcé et moi je reste musulmane et je remets mon voile, je suis fière de mettre mon voile. Donc on voit que la pression de la communauté musulmane a été telle qu'elle s'est remise dedans et qu'elle a plutôt insulté celle qui lui disait mais non, t'es très belle comme ça, pourquoi tu te mets pas libre, etc. Fait qu'en fin de compte, quand on entend tout le monde faire les féministes dire c'est la liberté, si elles veulent porter leur voile, qu'elles puissent porter leur voile, est-ce que c'est vraiment une liberté, t'sais? Est-ce qu'on devrait... En fait, la seule liberté qu'elles ont, c'est celle de se soumettre. Il n'est que là, la liberté. La vérité, c'est celui-là. Oui, ça, je pense que tu devrais noter. Et ces femmes-là, ça. et ces femmes-là qui se disent féministes, etc., pourquoi elles ne portent pas le voile? Est-ce que leurs enfants vont porter le voile? En fait, ces féministes-là, soi-disant féministes, parce que pour moi, ce n'est pas des féministes, elles veulent la liberté pour eux, mais elles ne le veulent pas pour les gens comme nous. Nous, on doit rester enfermés. On doit rester dans notre, dans tous ces normes, dans toute cette culture comme ça de l'enfermement des femmes. Ils ne voient la liberté que pour eux ou pour leurs enfants. Mais je pense qu'ils comprennent pas. Parce que nous, on veut que les femmes aient tous leurs droits. Mais, tu sais, je comprends pas que ces mêmes personnes-là sont pour les droits LGBTQ. Puis ensuite, sont complètement d'accord avec les prières de rue et le port du voile. La question est justement là. Il y avait une question sur TikTok. Oui. C'était pertinente. Ça dit, là, tu nous as dit justement que tu as fait ta sortie un coming out. Mais comment t'expliques que plusieurs dans la communauté LGBTQ, ils sont pro-voile et pro-islam? Ça fait comme aucun sens. C'est exactement ce que je viens de dire. Ça fait pas de sens. En fait, ça s'explique parce que avec l'islamisation, vous avez dans certains pays, comme si je prends l'exemple de Bruxelles, il y a une forte population de la communauté musulmane. Et pour les partis de gauche qui étaient au pouvoir, c'est un vote
Le vote est important. Donc, ils ont été chercher le vote des musulmans. Et ceux qui servaient de relais, c'était des islamistes. Ce n'est pas la communauté musulmane. C'est quelques personnes qui sont islamistes qui ont dit, nous, on peut vous obtenir les votes des musulmans, mais en échange, vous devez nous permettre certaines choses. Et donc, c'est comme ça qu'il y a eu des faveurs, etc. Donc, vous avez des associations qui reçoivent des subventions. C'est pour arriver à la question LGBT, je vais vous expliquer, pour expliquer le pourquoi du comment. Et dans ces associations-là, pour obtenir des subventions, comme il y a eu des politiques de lutte contre des discriminations, etc., il fallait que les associations puissent montrer qu'ils étaient ouverts et qu'ils luttaient contre les discriminations. Et pour ça, vous avez des associations fréristes qui allaient vers les associations LGBTQ et qui leur disaient nous, on est ouverts et on aimerait faire un projet ensemble. Comme ça, s'ils font des projets ensemble, ils pouvaient obtenir des subventions. Vous voyez ? Les LGBTQ, pareil. Les associations LGBT se sont dit nous, on lutte contre les discriminations. On a besoin de montrer que nous luttons aussi contre l'homophobie, etc. Et on va créer des ponts avec des associations de musulmans. Ben oui, parce que là, ils vivent l'islamophobie. Donc, la discrimination, l'homophobie. Voilà. Alors, l'islamophobie, c'est un terme qui a été créé par les islamistes, justement, pour qu'on ne puisse pas critiquer l'islam. Donc, toute personne qui va critiquer l'islam sera poursuivable en justice. C'est ça l'idée de l'islamophobie. Et donc, je sais que moi, tout ce qu'on a mis jusqu'à présent de Mandana, il y a beaucoup de monde qui disent qu'on est justement dans. Pourtant, non, parce que nous avons le droit de critiquer une religion. Ce que nous n'avons pas le droit, c'est de discriminer les musulmans parce qu'ils sont musulmans. C'est pas la même chose. On a le droit de critiquer une religion. Ça, c'est un droit fondamental. Et en fait, on mélange complètement tout. Et donc ici, si vous voulez, ces associations LGBT se sont complètement fait noyauter par des groupes islamistes qui inversent les choses. Et donc, finalement, pour obtenir ces subventions-là, etc., donc ils font des coalitions improbables. Et donc, ces associations-là, si vous avez des homosexuels qui subissent de l'homophobie de la part d'une personne qui est issue de la communauté musulmane, ces associations-là ne vont pas les défendre. La réalité, elle est celle-là. On ne nous défend plus et on ne défend pas nos droits en tant qu'homosexuels. Et donc, on a beaucoup de gens homosexuels qui disent on a un problème, on se fait agresser. À Bruxelles, il y a beaucoup d'agressions homophobes qui viennent issues de la communauté musulmane. Ils ne peuvent pas être entendus par les associations LGBT. Même moi, j'ai été exclue. Pour vous dire, quand j'ai demandé pour me rallier à des associations LGBT, on m'a dit pourquoi est-ce que vous venez pour faire une association, pourquoi est-ce que vous voulez vous associer avec nous? Quelle légitimité vous avez? Je dis peut-être parce que je suis homosexuel et que j'ai envie de... Et là, ils étaient un peu freinés, mais ils ont refusé. Parce qu'on me traitait d'islamophobe, on me traitait de raciste, on me traitait d'extrême droite, etc. Alors que je n'ai fait partie d'aucun parti. Je suis apolitique complètement, parce que j'ai très bien compris que peu importe le parti politique, ils sont noyautés par les islamistes. Parce que dans les partis, vous avez déjà des islamistes qui ont infiltré tous ces milieux-là. Et donc, si vous voulez, c'est pour ça que tous ces groupes LGBT, c'est surtout d'abord pour les subventions. Après, c'est aussi la peur. On ne veut pas avoir des problèmes avec... depuis les attentats, tout le monde a peur. Ils ont peur de se faire agresser, ils ont peur d'avoir des attentats dans leurs locaux, etc. Mais ils ne le disent pas. Ont-elles la lâcheté? Pour moi, ces gens-là sont lâches et ils ne font pas leur travail. Ils sont payés pour ne pas faire leur travail. Voilà où on en est maintenant dans toutes ces associations qui sont censées défendre les droits des individus, que ce soit les associations pour femmes, que ce soit les associations LGBTQ. Toutes les associations ne défendent plus ce qu'ils devaient défendre. Et au contraire même, ils veulent plus de droits que les autres. Or, on s'est toujours battu pour obtenir les mêmes droits avec les hommes et les femmes. Moi, je dis toujours, je suis féministe, je ne suis pas misandre, je ne déteste pas les hommes, je veux juste les mêmes droits que les hommes. Je ne suis pas... j'ai toujours lutté pour que les LGBT puissent avoir des droits. Ce n'est pas pour avoir plus de droits que les hétéros, pour écraser les autres. Je veux les mêmes droits qu'une personne qui soit de couleur ou pas. J'ai pas envie d'avoir plus de droits qu'une personne blanche, etc. Je déteste parce que pour moi, tous ces nouveaux termes, blanche, racisée, etc., c'est du pur racisme. Je rejette complètement tous ces termes-là. Je ne veux absolument pas en entendre parler. Je n'utiliserai jamais ces termes-là. Oui, mais c'est dur l'égalité en ce moment. C'est dur. Les gens là,
ils veulent tout de suite qu'ils ont été victimisés ou qui ont vécu une discrimination, ils crient très haut et fort, puis ils deviennent les nouveaux bourreaux. T'sais, ils deviennent à écraser les autres autour. Alors, Je veux dire, on le voit juste dans un film comme Barbie. Je veux dire, un film qui est censé être super féministe, mais les hommes sont écrasés là-dedans. Là. Les hommes, ils ont de l'air stupides, là, comme si les hommes... Il n'y avait pas une tête, ses épaules. C'est pas parce que les femmes ont besoin de prendre plus de place que les hommes, on les montre comme stupides. Là. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de rabaisser les autres pour se remonter. Là. Tout à fait. Et puis, je pense que de toute façon, il n'y a pas de... La victimisation, moi, j'ai toujours rejeté. Quand j'étais travailleuse sociale et que je travaillais avec les enfants, souvent, parce que, vous savez, tous ces groupes comme SOS, Racisme, etc., ont joué un très, très mauvais jeu. Ils ont renforcé la victimisation chez les gens, ce qui fait qu'ils les ont laissés dans cette victimisation. Moi, j'avais des enfants qui me disaient « Ah, mais je ne peux pas faire ça parce qu'il y a du racisme. » Je leur disais « Écoute, non. Ne me trouve pas ce baratin-là. Tu veux réussir quelque chose? Oui, tu vas devoir te battre plus fort que les autres, mais tu peux réussir. Ne t'arrête pas à ça. » Parce que si on commence à leur dire « Oui, tu as raison, il y a du racisme, tu peux pas t'en sortir, etc. » Non, mais tu restes victime. Tu restes victime et tu t'en sors pas. Et moi, quand je leur disais ça, ils me disaient « Ah ben oui, d'accord, ok. » Donc ils faisaient un effort et ils arrivaient quand même à percevoir un avenir. Et moi, je trouve que, surtout chez la gauche, au départ, on a beaucoup joué sur la victimisation pour les maintenir sous emprise, pour qu'ils puissent avoir encore des électeurs. Il ne faut pas qu'ils s'en sortent. Et ça a été le gros drame de la gauche. La gauche a beaucoup voulu que les gens restent moyenne ou basse classe sociale pour continuer à voter et que les générations suivantes soient encore des potentiels votants pour la gauche. Oui, mais on met beaucoup de temps et d'attention sur des victimes. On en met beaucoup. Il faut faire attention à ce qu'on dit. On le sait, là, le wokisme est très fort. Là. Oui, il était très fort. Là, on est en train de mettre ça de côté, puis essayer de revenir dans les valeurs plus traditionnelles. Par contre, là, il faut un équilibre qui a du bon sens. Oui, il faut qu'il y ait un équilibre parce que il ne faut pas passer d'un côté à un autre. C'est ça. Il faut qu'on retrouve notre équilibre sur les droits des personnes et qu'il y ait une égalité entre tous. Parce qu'on ne peut pas non plus être trop de l'autre côté et dire on va devenir conservateur et on va tout rejeter, finalement, des acquis en droit. C'est ça. C'est peut-être pour ça aussi, à cause que le wokisme était tellement loin, qu'on a victimisé beaucoup de groupes, que maintenant, l'islam peut-être prend un plus gros... une plus grosse force. Il prend une plus grosse leadership parce qu'il montre qu'il est fort. Il montre aussi qu'il a une culture qui est forte. Il montre qu'il est puissant. Et les jeunes s'identifient à ce qui est fort. Ils ne vont pas s'identifier à quelqu'un de faible. Ils vont s'identifier à quelqu'un de plutôt fort. Si on regarde, par exemple, les LGBTQ, les islamistes, ils vont s'allier avec eux tant que ça touche les non-musulmans. Mais à partir du moment où ça touche les musulmans, ils n'aiment pas ça. Pourquoi ? Parce que pour eux, tant que ça touche les non-musulmans, c'est pas grave, ça va en faire des PD, donc ils seront faibles, ils ne sauront pas se défendre. Ben, ils ne pourront pas faire d'enfants. Ils ne pourront pas faire d'enfants, mais en plus, les hommes seront des femmes. Et donc, on peut plus facilement s'en débarrasser. On sera plus fort contre eux. Mais si ça touche leurs enfants, à lever de bouclier. Là, par contre, oubliez l'homosexualité. Hein. Là. Ouais. Puis tu es là pour nous en parler. On revient après la pause. On prend une petite pause avec Fadila Maroufi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Bien sûr, si vous allez sur le YouTube, c'est la meilleure façon de nous rejoindre. Vous pouvez le faire aussi via le Facebook, Tangerine Le Monde. C'est tout un sujet aujourd'hui. On revient dans quelques instants au monde de Tangerine. Comme tous les collaborateurs qui sont joints au mouvement cette année, profitez de la force de nos médias pour faire briller votre entreprise. Radio, balado, réseaux sociaux, tout pour gagner. Ça se fait avec 2 millions de vues par mois et plus. Authenticité, impact. C'est le monde de Tangerine. Contactez-nous maintenant.
Sommes de retour au monde de Tangerine avec Fadila Maroufi, cette militante pour la laïcité. Elle a fait tellement de choses, même parti un café laïque, oui, avec Florence Bergeau. Et c'est absolument incroyable. On peut aller là, se débattre aussi. Débattre hein, sur les religions, sur les différentes pensées. Et tu as même parti une bière pour pouvoir en profiter là-bas. Oui, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'à Bruxelles, il n'y avait plus de débat possible. On ne pouvait plus débattre. Donc, toutes ces questions sur l'islamisme, sur le radicalisme, mais aussi sur le wokisme, etc., on ne pouvait plus débattre sereinement et tranquillement pour réfléchir. Et donc, l'idée nous était venue avec Florence Bergeau-Blaclair de créer un café laïque où tout le monde était les bienvenus et on invitait une personnalité, un intellectuel ou des personnes qui avaient des idées ou qui avaient écrit un ouvrage de venir nous expliquer leurs pensées et ensuite on invitait le public à poser leurs questions et à débattre autour de ces questions-là. Et on s'est rendu compte en fait qu'on avait un public très large et très différent, aussi bien des gens issus de la gauche que de la droite, de toute origine, etc., qui venaient et qui étaient très contents de pouvoir avoir un lieu où ils pouvaient parler sans être traités ni de racistes, Nous, l'objectif, c'était que la seule règle, c'était respecter, poser une question, ne pas se crier dessus, ne pas se battre, mais poser une question et réfléchir en argumentant. C'était la seule règle. Et puis, en même temps, après ça, on se partageait autour d'une bière, autour d'un verre, café, etc. On pouvait continuer encore, les gens pouvaient discuter et apprendre à se connaître aussi, de créer du lien, etc. Mais c'est possible d'avoir des débats en Belgique? Oui, on a eu oui. dans ce café laïque, on a des débats. Alors, je ne vous dis pas qu'on n'a pas été attaqué. On a invité Céline Masson et Caroline Eliachev qui ont parlé des dérives du transgenre auprès des enfants. Oui. Et on s'est fait attaquer par 30 personnes, des antifascistes, qui sont venus saccager notre café. Ils ont mis du purin partout. Et ils nous ont collé des affiches sur la vitrine du café laïque en disant nous étions un café transphobe et raciste. Et ça a été assez... alors, on leur a demandé, on les a invités à débattre. On leur a dit, mais écoutez, installez-vous, posez les questions, discutons. Non, mais à partir du moment où on a dit ça, ils sont partis. Non, ça se fera pas. Ils ne voulaient pas discuter. Mais c'est parce que les arguments sont un peu... Des fois, les arguments sont faibles. C'est quand tu reviens toujours aux mêmes arguments. Tu sais, je veux dire, il y a des arguments que tu peux pas aller plus loin que la science, que la biologie. À un moment donné, tu peux accepter que les choses changent, puis que les gens ont envie de se présenter autrement, mais tu as des arguments qui sont assez... Mais je pense que la meilleure façon, on a reçu une personne transgenre aussi, puis elle expliquait, elle dit, je peux faire toutes les modifications, c'est un homme qui est devenu une femme, et elle disait, je peux faire toutes les modifications, puis tu sais, aujourd'hui, elle a l'air d'une belle femme, là, Sarah Burnham, tu pourrais jamais savoir que c'est un homme. Puis elle dit, malgré tout ça, tout l'argent que j'ai investi, elle dit, admettons, je décède, puis dans 200 ans, ils retrouvent mon corps, ils vont dire, on a retrouvé les restes d'un homme. Et puis, au-delà de ça... Peu importe toute l'apparence, tu sais, je veux dire, la biologie, ils vont dire, on a retrouvé les restes d'un homme parce que les chromosomes ou je sais pas quoi. Mais au-delà de ça, la question n'est pas de savoir si une personne a le droit de changer de sexe ou pas. Je pense que ça, c'était acquis. Ouais. Le problème ici, ce qui avait été constaté par ces pédopsychiatres, c'est qu'on a une explosion de demandes des enfants mineurs à prendre des hormones, à changer, surtout chez les femmes, à se couper, à se mutiler les seins, etc. Donc, si vous voulez, ces psychiatres, ces professionnels se sont dit, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Et elles voulaient comprendre. Et elles se sont rendues compte que les jeunes filles ou les jeunes garçons, ils voulaient un changement, pas pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que c'était pas forcément parce qu'en réalité, ils se sentaient mal dans leur corps et qu'ils étaient dans un autre corps, etc. Mais en réalité, il y avait un mal-être. On voyait aussi que beaucoup de femmes lesbiennes, des jeunes filles lesbiennes, voulaient changer de sexe parce qu'ils se disaient que finalement, souvent, elles avaient vécu des violences comme le viol, etc. Oui, et elles pensaient être... On en a reçu comme ça, nous. Et elles pensaient, en fait, qu'en changeant de sexe, elles ne pourraient plus subir de la violence. Sexy pour le sexe opposé qui l'a violé, qui lui a fait mal, qui l'a trahi. C'est une des raisons pour lesquelles elle voulait changer de sexe et c'est ce qu'on a reçu quelques personnes. Exactement. Et donc, ces personnes-là, en fait, elles ne remettent pas en question l'adulte qui aimerait changer de sexe. Je pense que ça, on le sait, chaque personne a le droit de faire ce qu'il veut, mais c'est plus qu'est-ce que ces jeunes enfants
en sachant qu'il y a un impact et qu'il n'y a pas de retour, surtout pour les filles. Les filles qui font un changement de sexe ou qui prennent des hormones, les conséquences sont extrêmement graves. Il y a le changement de voix, il y a plein de choses, il y a un impact qui fait qu'on ne peut pas revenir en arrière si elles changent d'avis ou si elles estiment que finalement elles étaient dans l'erreur. Mais toi, en étant musulmane, dans une famille religieuse, en ayant toute cette pression-là et en étant lesbienne, est-ce que tu as voulu, un moment donné, est-ce que ça t'avait été proposé à l'école? Est-ce que tu y aurais pensé modifier ton sexe? À l'époque, d'abord, ça ne se posait pas à l'époque, parce que déjà, l'homosexualité n'était pas bien vue. Mais par contre, je me suis dit, tiens, peut-être que je suis née dans le mauvais corps. Peut-être qu'en réalité, j'aurais dû être un homme. C'est pour ça que j'ai cette anomalie. Moi, j'ai dû apprendre aussi à être une femme. C'est-à-dire que quand j'étais jeune, parce que l'image qu'on avait de l'homosexualité, c'était des femmes, ce qu'on appelait les femmes camionneuses, des femmes qui étaient plutôt avec un comportement, ce qu'on appelait d'homme. Et j'ai dû vraiment, par la suite, j'ai compris qu'en fait, c'était pas ça du tout. C'est que j'étais juste homosexuelle et j'ai appris à aimer être une femme, à être moi-même, tout simplement. Mais c'est vrai que si j'étais, si cette époque-ci, cette folie de changement de sexe avait été à cette époque-là, probablement que j'aurais fait aussi partie de ce genre de jeunes qui me seraient dit, oui, finalement, je suis un homme, je vais changer, etc. Je veux changer parce Exactement. que si la pression envers les femmes dans le milieu musulman, dans l'islam, il y a beaucoup de pression, que c'est difficile d'être une femme, puis être libre, puis être bien. Et comparé à ton frère, mettons, qui, lui, peut faire tout ce qu'il veut, puis toi, tu es obligé de rester à l'intérieur. Je veux dire, à un moment donné, changer de sexe, c'est peut-être une idée qui te passe par la tête. Après, le changement de sexe dans la communauté musulmane n'est pas bien vu non plus. Non, ça n'aide pas non plus. Mais disons que c'est vrai que quand on se pose des questions en tant que jeune fille homosexuelle, on pourrait très bien se laisser aussi. Puis il y a aussi l'effet de mode, l'effet de la pression aussi. On voit bien qu'il y a des jeunes qui, à un moment donné, pour avoir de l'importance, surtout à l'adolescence, l'image est importante. On a envie quand même d'être un peu célèbre dans son école, dans son groupe. Et on se dit, tiens, si je dis que je suis une femme, ou si je m'identifie une femme, une jeune fille qui s'identifie en garçon, et inversement, on se dit, tiens, on a de l'importance, tout le monde nous regarde. Et après, quand on a envie de revenir et qu'on dit, non, il y a beaucoup de jeunes qui disent, on est rejeté par le groupe. Parce qu'ils le vivent très très mal, le fait qu'on dise non, finalement, moi je me sentais bien en tant que fille, j'ai pas envie de changer. Et donc on voit bien ça plate, que les mouvements, c'est pas comme genre aime-toi comme que t'es. T'as envie, c'est comme aime-toi comme que t'es. Non, c'est non. OK, ça se peut que vu que tu t'aimes pas, c'est parce que t'es pas dans le bon sexe, dans le bon genre. Là. Tu sais, c'est juste une construction. Oui, mais après ça, tu vas aller acheter tout ce qui est supposément pour les femmes, pour t'habiller. Et finalement, c'est pas une construction, genre. Parce que moi, c'est pour ça que ça me mélange. Parce qu'on dit, OK, mais c'est un genre, on a été élevé à cause que ça, c'est le rose, c'est pour les filles, le bleu, c'est pour les garçons. OK, mais pourquoi d'abord c'est construit? On pourrait pas juste faire ce qu'on veut puis rester comme qu'on est. On est obligé de prendre des hormones, etc. Je comprends pas. Je comprends pas. Je trouve ça bien plate parce que j'ai rencontré des gens à travers le podcast qui étaient très, très fiers d'être androgynes, tu sais, comme d'être un homme qui s'habille un peu féminin, etc. Puis par la suite, qui ont décidé d'entamer un changement de sexe, une transition. Puis moi, j'ai trouvé ça bien plate parce que le message avant, je trouvais qu'il était encore plus percutant. Il était meilleur. Il y avait une meilleure base d'amour que celui d'être obligé de changer son sexe nécessairement, tu sais. Sauf que je peux pas savoir comment ils se sentent, mais pourtant, ces personnes-là se sentaient tellement confiantes au début. Mais le changement de sexe, en réalité, cette envie de se sentir homme pour une femme ou pour un homme se sentir femme, c'est 1% de la population, c'est pas une majorité. Et donc, qu'il y ait comme ça autant de demandes, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre derrière. Le problème
encore une fois, que les adultes changent de sexe, c'est pas un problème. Le problème, c'est que quand vous vous laissez aller dans quelque chose qui est une mode, un effet de mode, à un moment donné, la mode s'est dépassée. Et après, si vous voulez revenir en arrière, les conséquences sont graves. Changer de sexe, c'est pas anodin. Prendre des hormones, c'est pas ça. anodin. C'est à vie, hein? C'est santé publique. C'est aussi de l'ordre de la santé publique. Ça a des répercussions sur le corps. Oui. Donc c'est à ça où il faut vraiment veiller à être vigilant. On n'utilise pas des hormones comme on mange, je sais pas moi, juste une nourriture et que le lendemain on peut changer de nourriture. C'est pas du tout ça. Et c'est là où il faut vraiment que les gens et que les jeunes soient conscients de ça. Le problème, c'est que ça a eu un effet de mode, c'est qu'on a vu beaucoup d'influenceurs sur TikTok, etc., qui donnaient les idées, qui donnaient les marques de produits hormonaux à prendre sans passer par le médecin, qui achetaient ça sur Internet, etc. Donc pas de contrôle et tout ça. Ça, c'est assez grave. Et puis, l'autre chose aussi, c'est quand vous avez des psys qui suivent un jeune et que à partir du moment où ce psy pose des questions pour savoir si réellement ce jeune est trans, est un vrai transsexuel, une personne qui se sent mal dans son corps et qui voudrait changer de sexe, ben s'il lui pose des questions et que ça lui plaît pas, il peut poursuivre le médecin en justice et il peut le condamner pour ça. C'est extrêmement grave aussi. Parce que alors, comment est-ce que le médecin peut faire ou le psychiatre peut faire un travail? Et c'est pas de la part du psychiatre, c'est pas de la reconversion, c'est juste qu'il a envie de s'assurer qu'il va pas faire le mauvais diagnostic avec ce jeune. Parce qu'encore une fois, ça a des conséquences très graves. Et tous les médecins, les médecins ou les psychiatres qui ont donné des hormones en voiture, en voilà, comme ça, distribuées comme on distribue des bonbons, à un moment donné, on va avoir un retour de bâton et ils vont devoir répondre devant l'éthique et les déontologies médicales parce que tout simplement c'est extrêmement grave et c'est de la maltraitance envers les jeunes. Mhm. Mais c'est drôle comment on a changé de discours. Tu sais, on a changé de discours à... Moi, quand j'étais jeune, c'est accepte-toi comme que t'es, tu sais, avec tes goûts, avec, tu sais, comment tu t'habilles, c'est le fun, être différent, tout le kit. Puis là, maintenant, c'est comme, OK, ben, si t'es différent, c'est peut-être parce que tu pourrais... Le discours, on l'avait pas, celui-là. C'était vraiment seulement ceux qui, c'est plus tard, qui réalisaient que... Parce qu'à l'adolescence, on cherche tous, là. On cherche tous. On est tous mêlés. Cherche à appartenir à quelque chose. Ça, On c'est est vrai. tous pas bien. Mais c'est ça l'adolescence. L'adolescence, c'est se trouver, c'est chercher, c'est notre corps change, on passe de l'enfance à l'âge adulte. On n'est ni adulte, plus enfant. Donc on a le corps qui se transforme. On n'est pas bien avec ça parce qu'on ne sait pas, les filles, la poitrine, on ne sait pas trop comment il faut marcher, etc. Parce qu'on a quelque chose qui pousse en plus. Pareil pour les garçons. Voilà. Donc on se pose des questions, on est mal dans notre corps, on ne sait pas trop, on se pose des questions sur la sexualité, c'est pas parce qu'on se les pose qu'on est forcément homosexuel, qu'on est trans, etc. C'est juste qu'on se cherche et on sait que c'est plus ou moins vers 25 ans qu'on est vraiment, psychologiquement, qu'on est sûr de qui on est vraiment, qu'on est vraiment posé par rapport à qui on est. Mais est-ce que ça doit être plus facile aussi dans la communauté musulmane d'avoir une adolescente commencer à porter le voile? T'sais, ça doit être des bons moments pour les aider, pour les islamiser, je veux dire. Pour les musulmans, d'abord, en islam, l'adolescence, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller à l'encontre des parents. On ne peut pas critiquer ses parents. Donc on ne se pose pas de questions? On peut se poser des questions, mais ça reste dans notre tête. Mais on se révolte pas contre notre famille. L'adolescence, c'est quoi? Je vais vous donner un exemple, là, juste vite. Là. Ma copine a un fils qui a 16 ans. Puis il a rencontré une fille d'origine musulmane à l'école secondaire. Puis il parle tout ça. Puis elle a aussi une fille qui a 21 ans qui, depuis 6 mois, habite avec son copain. Puis la fille, elle a dit à son fils, elle dit, mais comment que moi, j'ai accepté qu'elle puisse vivre avec ce gars-là? Elle dit, voyons donc, elle dit, l'autre gars, il est venu puis il a demandé à moi que... Tu sais, je donnais ma pétition, puis là, lui, il a dit, ben non, elle a 21 ans. Fait qu'est-ce qu'elle veut? De quoi tu parles? Mais tu sais, pour elle, dans sa tête, ça faisait pas de sens qu'à 21 ans, puisse vivre avec un autre gars. J'étais comme, mais là, 21 ans, t'es complètement majeur. Tu dois rien à tes parents. Pourtant, Puis pourtant, elle a 16 ans, elle. Là. Oui, mais tu peux, dans la communauté musulmane, tu dépends de tes parents, et il faut la permission des parents, et tu épouses un musulman.
Une musulmane épouse un musulman. Un musulman n'est pas forcément, il ne doit pas forcément épouser une musulmane, mais ses enfants vont devoir être musulmans. Et s'il peut en plus convertir la femme, c'est très bien. Ben oui. Voyez. Donc, cette question d'adolescence est très importante parce que nous, normalement, à l'adolescence, c'est quoi? L'adolescence, c'est qu'à un moment donné, on devient adulte et donc on rejette la famille, pas parce qu'on les déteste, mais parce qu'on veut s'émanciper et devenir adulte. Sauf que dans la communauté musulmane, on ne peut pas rentrer en conflit avec ses parents, on ne peut pas remettre en question ses parents. Donc, et puis déjà, même la fille, ça dépend de quelle origine elle est, mais en tant que musulmane, normalement, tu es mineur à vie, tu dépends de ton père jusqu'au mariage. Donc on ne peut pas remettre en question et on ne peut pas dire qu'on n'est pas d'accord, etc. Parce que comme je vous le disais, si jamais on rebiffe, ce qui peut nous attendre, c'est le mariage forcé. C'est tellement difficile pour moi de comprendre ça parce que, tu sais, j'ai une adolescente en ce moment. Je vois tout ce qui se passe. Je me rappelle comment je me sentais comme adolescente, tu sais. Je me rappelle comment je me posais plein de questions, comment j'étais insécure, comment j'étais angoissée, tout le kit, mais dans un autre sens. Là, tu vis l'insécurité, l'angoisse, mais vis-à-vis de ta famille à place du restant de l'école, tu sais. C'est exactement ça. C'est l'école, mais tu sais, il nous reste quasiment plus de temps. Mais moi, je me demande, quand tu es arrivé à t'infiltrer dans les mosquées islamiques, puis tu apprenais l'islam radical, mais là, ils n'ont pas essayé de faire en sorte que tu te maries ou quelque chose comme ça? Ils ont-tu mis de la pression sur toi? Ils ont essayé surtout après que j'ai terminé mon master, en fait, il y en avait une qui m'avait dit ce serait bien qu'on s'inscrive dans à l'université islamique. Ce sera fini les amis, fini la famille, on fera qu'étudier le Coran. Donc en fait, ils voulaient, parce que comme j'étais universitaire, pour eux c'était important, elle voulait surtout me recruter pour que moi-même après, je sois quelqu'un, parce qu'ils aiment beaucoup les gens qui ont étudié pour justement être des recruteurs par la suite et pouvoir travailler pour la Oumma. Et donc moi, à un moment donné, j'ai dû prendre des distances petit à petit, en disant non, c'est pas possible, etc. Il faut que je travaille et tout. Mais ils essayent de vous recruter. Et moi, en fait, c'est vrai qu'il y avait aussi un autre truc que je faisais, c'est que quand je sortais de la mosquée, je passais quasiment tous les jours là-bas. Quand je sortais, c'est comme si j'ai passé d'un monde à un autre. C'est comme si c'était deux mondes complètement différents. Et j'allais quelques rues plus loin. J'ai rentré dans un snack et tout ça à midi. Et je prenais un sandwich au porc, au jambon, et j'écoutais du Janis Joplin. Parce que pour moi, il fallait quelque chose qui me tienne justement en dehors de ça. Parce qu'on se rend compte que quand on est tout le temps là-dedans, en fait, c'est vraiment un vrai endoctrinement. On ne parle que d'islam tout le temps. Mais c'est ça, quand je parlais avec Florence Bergeau-Blacker il y a quelques jours, je lui posais la question dans son étude si elle avait eu le goût de se convertir à travers tout ça. Parce qu'en étant pendant 30 ans de temps dans ça, je veux dire, c'est des gens qui sont manipulateurs, qui te font voir des fois peut-être des valeurs que tu pourrais croire toi-même, puis bon, une qui est un petit peu plus poussée, mais à un moment donné, à force de l'entendre, tu y crois. T'sais. On pourrait, mais après, si on a une personnalité, je ne veux pas parler à sa place, mais connaissant Florence Bergeau-Blackler, et je pense qu'on a un petit peu les personnes qui aiment la liberté, qui sont vraiment libres et qui aiment la vérité, et qui aiment montrer la réalité, ils ne peuvent pas se laisser avoir par ce genre de discours, parce qu'on sait ce qui se cache derrière, on le voit. Et je pense qu'elle, c'est vrai que quand elle est rentrée, de ce que j'ai compris, elle a très rapidement vu qu'elle était dans un milieu particulier où il y a justement cet endoctrinement, etc. Donc quand on est conscient de ça, on peut en sortir et ne pas se faire avoir. Mais si on n'est pas conscient de ça, on peut se faire avoir. Et je pense qu'il y a beaucoup de chercheurs aussi qui ne se rendent pas forcément compte qu'ils sont dans un milieu qui manipulent les pervers et qui, du coup, eux-mêmes sont instrumentalisés, utilisés. Elle s'est rendue compte qu'ils voulaient l'instrumentaliser, elle a refusé cette instrumentalisation. Mais il y en a d'autres qui l'acceptent parce qu'ils ne se rendent pas forcément compte. Mais toi, tu as trouvé l'antidote, la sandwich au jambon. Eh bien oui, c'était pour une manière de pouvoir garder sandwich au jambon, bière, Janis Joplin. C'est ça, exactement. On peut retrouver ta bière juste dans ton café ou on peut l'acheter partout? Non, il y a un site internet qui s'appelle www.laberber.be
Et donc, ben, voilà, là, on peut retrouver la bière. Vous pouvez retrouver d'ailleurs le petit package, etc. Ah bon, ben, c'est une façon de t'encourager hein, dans tous tes projets pour la laïcité et bien sûr d'assister aux conférences. Je sais que c'est difficile, des fois les conférences sont cancellées, etc. Mais on tient bon. Oui, tu tiens bon, en plus avec les menaces de mort, etc. Très, très fortes. Merci beaucoup d'être venu ici aujourd'hui. Je suis très, 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 très fière de t'avoir reçu dans mon studio. Eh ben, merci à vous. Oui, je vous rappelle, vous pouvez aller regarder partout sur les réseaux sociaux si vous voulez en apprendre plus à propos de Fadila Maroufi. Toujours partout sur les réseaux sociaux ainsi que YouTube, plein d'entrevues. Elle est tellement pertinente, une militante dans la laïcité. Merci à toi de continuer et faire passer la parole. Merci beaucoup. Merci à vous.